À mes 14 ans, je décide de vouloir faire du vélo. J'ai été très jeune pro chez BMC dans l'équipe World Tour. C'est la pire équipe pour un jeune. Le meilleur souvenir, ce serait le championnat du monde à Imola. Moi, j'adore le travail d'équipe. Le Strade Bianche, c'était vraiment mon meilleur résultat. Il faisait, je pense, 42 degrés. La région est très belle. Par contre, je vais pas faire plaisir à la politique, mais nos routes sont vraiment les pires. C'est comme tout métier. Tu te lèves le matin, des fois, aujourd'hui, j'ai pas envie, mais t'y vas. J'en avais vraiment assez de cette vie de sportif professionnel. Il a participé aux 3 grands tours de France, d'Italie, d'Espagne. Il a remporté le Tour de Wallonie en 2022 et également en 2019. Il a gravi les échelons jusqu'à la 135e place du classement mondial en cyclisme. On est avec Loïc Vliegen. Salut tout le monde, bienvenue dans Snack. On va parler avec Loïc de sa carrière, de ses aspirations futures, étant donné qu'il a déclaré qu'il arrêtait sa carrière d'ici fin 2025. On va parler de tout ça avec lui, mais d'abord abonnez-vous, likez cette vidéo. On commence direct avec Loïc. Salut Loïc, comment tu vas? Salut Pierre, ça va? Je te propose de les consommer ou pas. Maintenant tu peux. Oui. Fin de carrière, les chips, toutes les gougouilles. Ouais, bon, la fin de carrière est encore un mois et demi, 2 mois là, mais... Exact. Encore un peu de temps alors. Tu as fait cette annonce. Explique-nous un peu cette annonce. Oui, c'était pas une décision que j'ai prise à la légère, c'était réfléchi. Mais pour moi, il était temps un peu de tourner la page après 11 années professionnelles. Et à mon avis, pratiquement 13-14 ans où c'était déjà assez structuré et professionnel, même si j'avais pas encore réellement le contrat signé. Mais voilà, je pense que j'ai fait le tour, j'ai vu beaucoup de choses. J'ai pu voyager beaucoup, faire à peu près toutes les courses du calendrier, mis à part Paris-Roubaix. Je pense que c'est un peu une course que j'aurais apprécié faire et au moins faire une fois dans ma vie. Et finalement, ça ne sera pas le cas. Mais c'était une décision mûrement réfléchie et un soulagement aussi pour moi de me dire voilà, je vais passer à autre chose. Et je pense que la carrière d'un athlète sportif, j'en ai assez. C'est pour moi la bonne décision. Qu'est-ce qui t'a mené à cette décision, tu vois? Est-ce que ça a été mûrement réfléchi à travers différentes expériences ces dernières années? Ou est-ce que ça a été assez prompt de ta part en disant « Ok, là, stop ». Non, je pense qu'ici, les 2 dernières... la saison passée, cette saison-ci, ne se sont pas bien déroulées, malheureusement. Pas mal de pépins physiques, long Covid. Donc, je vais dire, l'année passée, ça a été vraiment une année blanche à ce niveau-là. Et cette année, ça a été une année assez compliquée pour revenir à mon niveau. J'ai connu quelques soucis de santé, un peu dans la vie privée aussi, et ce qui ont fait que ça m'a vraiment mis un gros down. Et j'ai dû un peu appuyer sur le bouton pause, prendre du recul, un peu m'évader de tout, m'éloigner. Et là aussi, c'est là que je comprenais que je pense que j'en avais vraiment assez de cette vie de sportif professionnel. Et voilà, maintenant il me reste encore 2 mois à prester et je m'entraîne toujours et je fais de mon mieux pour essayer de terminer la saison du mieux que je peux. Mais je serai content de mettre un terme à cette vie-là qui me suit déjà depuis un bon paquet d'années. Voilà, maintenant voir, c'est pas vraiment pour moi, je vois pas ça comme un chapitre fermé, mais plutôt comme le commencement d'un nouveau. Donc, c'est ça, parce que tu as 32 ans, tu as encore toute la vie devant toi pour faire plein de choses. D'ailleurs, tu parles d'être peut-être directeur sportif. C'est une des pistes que tu vas explorer, en tout cas après cette carrière de 11 ans dans le peloton. Oui, ce serait mon souhait ultime, ce serait de pouvoir intégrer une équipe professionnelle ou non, ou une équipe de développement, comme on le voit beaucoup actuellement. Pratiquement toutes les équipes du World Tour ont une équipe de développement. Apporter l'expérience que j'ai aux jeunes, ça peut vraiment être un objectif et quelque chose de sympa à faire, ou notamment chez les professionnels. Je pense qu'il ne faut pas vouloir mettre la barre trop haut du premier coup, parce que c'est sûr que j'ai acquis pas mal d'expérience durant ma carrière, mais ça reste quand même un métier tout à fait différent. C'est sûr que j'ai pu observer pendant de nombreuses années comment travaillaient des directeurs sportifs, et je me suis quand même beaucoup référé à certains d'entre eux. Mmh. Et pour tout dire, à chaque fois que pendant ma carrière, à chaque fois que je trouvais qu'un directeur sportif faisait une chose bien, je le notais. Donc j'ai vraiment un fichier Word avec toutes les choses que je trouve
bonne à faire et comment réagir face à certaines situations. Il faut savoir que le métier du directeur sportif, c'est quand même savoir gérer un groupe de 15 personnes à chaque fois sur chaque course. C'est beaucoup de logistique aussi. Et c'est tout un travail en amont. Il faut préparer ses courses, préparer non seulement la tactique de course, analyser le parcours avec le programme qu'on a maintenant Vélo Viewer. Donc c'est un programme où on sait voir vraiment tout. Même si tu vas au Japon et que tu connais nullement les routes, tu passes un peu de temps sur ton programme et tu sais vraiment voir, notamment grâce à Google Street View, Strava également, tu sais voir les segments Strava, la direction du vent. Enfin voilà, c'est vraiment un programme très bien fait. C'est très complet. Donc c'est notamment préparer la course et c'est aussi gérer son staff et qui fait quoi, où, comment et avec quel véhicule il va véhiculer sur la journée, le plan d'évacuation après la course. C'est vraiment schématiser tout, mettre tout sur papier. C'est vraiment une organisation en fait. Fort organisé, tu le faisais déjà en tant que coureur. Oui. Ouais. Je suis quelqu'un de fort organisé dans ma vie en fait. C'est un petit peu, je sais pas si c'est une qualité ou un défaut, mais je suis très structuré dans tout. Chez moi, j'aime pas quand quelque chose dépasse, donc tout est toujours très propre. Et mon vélo, je partais jamais rouler en vélo si mon vélo n'était pas propre. Ça me rendait malade de partir avec mon vélo s'il est sale. Même s'il pleuvait le lendemain, il fallait que je le lave après l'entraînement. Donc j'ai toujours été très carré, très structuré dans ma vie. Et je pense que c'est très important de l'être quand tu es directeur sportif, c'est la base. C'est une bonne qualité pour être directeur sportif, ouais. Oui, parce que tu es vraiment de perfectionnisme comme ça. Voilà, tu es vraiment la personne qui est responsable du groupe et qui a des responsabilités et il faut les assumer. Et si tu n'es pas carré, je pense que c'est compliqué. T'as peut-être une équipe de rêve dans laquelle tu compterais? Ouais, une équipe de rêve, comme je le dis, si tu vises trop haut, tu restes novice dans le domaine. Ouais. Donc je pense que dans les toutes grandes équipes, il y a quand même énormément de pression aussi. Et je pense que ce serait une erreur de directement vouloir aller dans la meilleure équipe au monde. Et c'est pas mon cas. Mm-hmm. Je pense que une belle équipe, même que ça soit une belle équipe de Division 2, ou entre guillemets, tout le respect, une plus petite équipe de Division 1, serait pas plus mal pour commencer. Ok, super. On te l'espère d'ailleurs que ça prendra. Il faut bien comprendre que tu pars avec une longueur d'avance, avec la carrière que tu as derrière toi. On va un peu retracer cette carrière. Tout a commencé vers 14 ans où tu décides de devenir cycliste professionnel, coureur professionnel. C'est à ce moment-là que tout se décide, mais tu as été bercé dans le cyclisme avec ta famille. Oui, j'ai été bercé, comme tu le dis, par ma famille. Mon papa, mon grand-père et l'oncle de mon grand-père, qui, au moment, on était 4 générations un petit peu à connaître ce milieu-là. Ils n'ont jamais, mis à part l'oncle de mon grand-père, mon papa et mon grand-père n'ont pas été professionnels, mais ils ont toujours été là-dedans. Il s'avère que voilà, à mes 14 ans, je décide de vouloir faire du vélo, mais ils n'étaient pas trop d'accord parce qu'ils savaient très bien l'investissement que ça a d'être coureur cycliste, non seulement pour la famille, mais aussi pour la personne concernée, donc moi. Mais tout a commencé un petit peu parce que ma maman habite Herve, c'est là que j'ai grandi, et on habitait vraiment le long de la ligne 38. J'avais simplement un VTT avec un peu des clips, j'étais tout content d'avoir des clips, je devais avoir 12-13 ans. J'ai toujours joué au tennis, moi, jusqu'à cet âge-là. Et là, je commençais à prendre goût au vélo. Et si peu que je voyais un peu un homme qui faisait un peu du vélo un peu plus rapidement, je m'amusais à lui faire la course, quoi. Ah ouais, ok. C'était un peu mon truc. Et je revenais, je sais même pas combien de temps je passais sur la ligne 38, puis je revenais. Et c'est ça qui m'a vraiment donné goût, notamment aussi Jérôme Kerf, qui à l'époque roulait aussi pour l'équipe Bingo, qui était avec moi à l'école, en secondaire, et qui, lui, faisait déjà de la compétition en vélo. Ok. Et tous les lundis, je revenais aux nouvelles, quoi. Qu'est-ce que tu as fait de la course, etc. Et ça m'intéressait, et j'en parlais de plus en plus à la maison. Et pour finir, ils ont un peu craqué. Moi, j'étais un vélo, vraiment, un petit vélo, je pense, à 300 €, un vélo de course, sur lequel j'ai fait mes premières courses. Et j'ai commencé à m'entraîner. Mon grand-père, à l'époque, venait d'être pensionné, donc il avait plus le temps d'un petit peu m'aiguiller, m'apprendre ce que c'était le monde du vélo, etc. Même si à 14 ans, on t'apprend vraiment les bases et on ne commence pas à te mettre de la pression pour la nourriture ou pour ceci ou pour cela. Mais voilà, j'ai commencé ma première année en aspirant 14 ans. Donc du coup, j'ai roulé avec Jérôme Kerf. J'ai aussi connu Boris Vallée, qui a été professionnel également.
Donc tous les week-ends, on roulait ensemble et ça s'est plutôt bien passé. Je pense que j'ai gagné assez vite ma première course. Ça reste des petites courses, on est 25 par temps, on est encore jeune. Mais l'année d'après, en débutant, là, ça commence déjà à être un petit peu plus sérieux. Ce n'est pas le même niveau de sérieux que ce qu'on peut voir à l'heure actuelle. Les juniors et les débutants sont déjà très carrés. Mais ça a directement plutôt bien été, où je pouvais remporter pas mal de courses, etc. Malgré que je n'allais pas très vite au sprint. Donc c'était plutôt sur des courses qui étaient assez usantes et difficiles. En plus en endurance alors. Oui, voilà, Okay. et plus des courses de côte, etc. qu'on pouvait retrouver en Ardennes. J'ai très vite été en équipe nationale, où je partais chaque année 2 ou 3 fois en stage avec eux, stage grimpeur comme ils l'appelaient, et on allait dans les Vosges. Et voilà, au fil en aiguille, ça allait de mieux en mieux. Et voilà, je pense que vers mes 15-16 ans, c'était pour moi, c'était pas du tout un sacrifice de mener la vie d'un athlète, parce que il fallait apprendre ce que c'était la vie d'un coureur et l'hygiène de vie que ça implique. Mais pour moi, comme je le dis, ça n'a jamais été jamais été une corvée, non. Je voyais mes copains de classe sortir le week-end, forcément j'y allais pas. Moi, Saint-Nicolas des étudiants, mercredi, je suis rentré directement à la maison pour aller rouler. Donc, non, c'était pour moi vraiment très naturel et c'est ce que je voulais faire. Et comme ma maman disait, on voyait très bien que j'avais qu'une envie, c'était de pouvoir essayer d'être professionnel un jour et de m'en donner les moyens. C'était plus qu'une passion, c'était vraiment un mode de vie déjà à cet âge-là, quoi. Ouais, c'était l'école. Et puis après l'école, t'attends qu'une chose, c'est d'être sur ton vélo. Et puis de rentrer, d'un peu étudier, et puis recommencer à l'école le lendemain. Tu penses que ça t'a aidé par rapport à d'autres qui ont peut-être démarré un peu plus tard, qui ont découvert leur passion un peu plus tard, d'avoir ça dans le sang dès ton plus jeune âge? Oui, je pense que c'est important de pouvoir être à l'école et faire du cyclisme à côté. Parce que moi, j'ai eu assez difficile quand j'ai terminé ma réto. J'ai eu un contrat directement, je n'étais pas encore professionnel, mais j'étais déjà payé chez BMC Développement. Donc ça devenait vraiment mon métier. Donc j'étais un peu semi-professionnel, on va dire. Et là, ça m'a fait quelque chose, en fait, de me lever pour aller rouler en vélo et ne plus me lever pour aller à l'école. Parce qu'en fait, quand tu vas à l'école, tu te lèves pour aller à l'école, t'attends qu'une chose, t'es excité d'aller t'entraîner. Ouais. Parce que t'as envie de te défouler. Que là, ça a été un peu un moment d'adaptation qui a été un peu plus difficile. Où là, tu te rends compte que tu te lèves pour faire un travail, quoi. Et finalement, je pense que c'est important de faire même essayer de faire des hautes études jusqu'à 21 ans, peut-être faire 3 heures d'auto école. Et parce que pour moi, c'est vraiment tu te donnes beaucoup plus à l'entraînement quand tu as eu une autre occupation avant, quoi. Ouais, je comprends. BMC, donc c'est là que tu as commencé avec cette équipe-là. Jusqu'à ce que tu remportes en 2015 la Flèche Ardennaise, là, ça a été vraiment ton apogée dans cette équipe-là. Tu t'es dit, ok, là, tout le monde devait être très très fier de toi, et toi-même, tu devais te dire, ok, tous ces efforts depuis mes 14 ans, ils ont payé là aujourd'hui. C'est à ce moment-là que tu te l'es dit. Pour reprendre un petit peu, junior, j'avais déjà pas mal de bons résultats. J'étais toujours sélectionné au championnat avec l'équipe nationale pour faire les championnats du monde, championnats d'Europe. J'ai fait 3e au championnat d'Europe junior. Et puis ma première année espoir, là j'étais encore aux études. Et ça s'est directement très bien passé parce que je me rappelle très bien, par exemple, la route Tourangelle, c'était une course un peu semi-pro. C'était une 1.1. Non, une 1.2, pardon. Donc c'est-à-dire que c'est toutes des équipes amateurs au départ, sauf 3 équipes Continental Pro. Donc à l'époque, c'était Europcar qui était là, Top Sport Vlaanderen et encore une autre. Et c'était ma première course de 210 km. Donc j'étais toujours habitué à faire 120, 130 km. Et au bout de 3-4 courses chez les Espoirs, j'ai directement fait cette course-là avec des pros. Et je me rappelle très bien que je suis dans la bonne échappée dans la fin de la course. Donc encore tout jeune, quoi, à peine 18 ans, parce que je suis né fin d'année. Et à ce moment-là, je pense que je fais 5 ou 6e, mais j'avais crevé, je pense, sur la fin de course, etc. Mais
là, tu te dis aussi qu'il y a des possibilités d'essayer d'envisager. Je me le suis peut-être pas dit moi-même, mais je pense que mes proches ou les directeurs sportifs s'en rendaient compte aussi. Ouais, c'est ça. Donc c'est venu un peu plus tôt que cette date de 2015. Oui, voilà. Quoi. Et puis alors de là, cette première saison-là, où je l'ai faite d'ailleurs avec Christophe Brandt, mon employeur du moment, j'ai passé ma première année espoir dans son équipe. Et alors là, BMC est venu me chercher parce que l'année après, il créait pour la première année une équipe de développement. Comme maintenant, on voit à l'heure actuelle, pratiquement toutes les équipes du World Tour en ont une. Et c'est très dur de ne pas accepter une telle proposition, quoi. C'est clair. J'étais le seul Belge dans l'équipe, on était 15-20 coureurs, il y avait des coureurs de tout horizon, des Américains, des Suisses, des Australiens, de tout. Et c'est Rick Verbrugge qui est venu me chercher et ça s'est directement très bien passé. La saison 2013, donc ma première saison avec eux, j'ai plus trop de souvenirs, mais ça s'est plutôt bien passé. Et 2014, ça s'est encore de nouveau bien déroulé. Et fin de saison, alors j'ai été stagiaire dans l'équipe pour le Tour déjà. Rick, tu l'as retrouvé un peu plus tard pour le championnat du monde, on en parlera. Mais d'abord, il y a eu ce changement d'équipe. Juste après, en 2019, donc, avec Wanty Gobert. Est-ce que, malgré tout, revenons à BMC, est-ce que ça a été une bonne décision pour toi de rester là-bas et de faire tes armes là-bas ? C'est un petit peu le seul regret que j'ai. C'est pas vraiment, on peut pas appeler ça un regret parce que finalement j'ai été très jeune pro chez BMC dans l'équipe pour le Tour. Et à l'époque, c'était déjà un peu plus rare de passer vers 20-21 ans en pro. Ça a été mon cas. Et avec le recul, et il y a vraiment une phrase que je vais vous dire qui m'a un peu interpellé. Donc j'ai fait, je pense, 3 ans et demi chez BMC professionnel. Et un jour, je suis dans la voiture avec, je me rappelle très bien, je sais plus sur quelle course c'était, avec Yvon Le Danois, directeur sportif chez BMC français, et un autre coureur d'expérience. Je sais plus lequel. Je pense que c'est Amael Moinard, mais je suis pas sûr. Et il s'avère que c'est vraiment la période où des championnats du monde. Et le fils de Yvon, Kevin Le Danois, vient d'être champion du monde, espoir. Et alors Amael lui dit Yvon, l'an prochain, on va avoir Kevin comme équipier. Non, pour moi, BMC, c'est la pire équipe pour un jeune. Ah oui. Ouais. Et ça, je me suis dit, ouais. Et avec le recul et maintenant l'expérience que j'ai, je pense qu'il n'avait pas tout à fait tort. Parce que quand tu reprends BMC à l'époque, c'était un peu la Dream Team, où tu avais quand même pas mal de stars qui étaient là-bas. Torouchov, Cadel Evans, Balan, Gilbert, Richie Porte, Van Garderen, Van Avermaet. Enfin, voilà, je t'en cite que quelques-uns. Ils n'étaient pas vraiment tous en même temps là, mais pratiquement. Ouais. Et après, à côté de ça, leur équipier, c'était pratiquement tous des gars d'expérience qui pouvaient très bien être leaders dans une autre équipe. Difficile de se faire sa place là-dedans. Très difficile de faire sa place. Et surtout qu'à l'époque, la mentalité a très fort changé sur 50 ans. Je sais pas pourquoi, depuis plus ou moins le Covid, la mentalité a fort changé. C'est-à-dire que maintenant, même que tu es junior et tu t'excelles, tu as des bonnes données, on regarde les données des coureurs, ah oui, il fait des belles watts sur 20 minutes, sur 30 minutes, sur 10 minutes, ou au sprint, ou on le prend et on lui donne sa chance. En fait, c'est vraiment comme ça. Et maintenant, je remarque de plus en plus, c'est pour ça que les jeunes, je trouve qu'ils se prennent très vite un peu la grosse tête, parce que pour moi, c'est de la faute des équipes aussi, parce qu'on leur donne déjà beaucoup de responsabilités, beaucoup de confiance directement. Que nous, à l'époque, on devait encore faire ses armes. Et le problème, c'est que passer chez BMC et faire ses armes, c'est compliqué, quoi. C'est intéressant parce que tu en as tiré les enseignements, parce que en début d'émission, tu disais directeur sportif, mais il faut commencer un peu en D2 ou bien dans une petite équipe de D1. Finalement, les enseignements ont été quand même bons de cette période-là, où tu te dis, ok, il y a moyen de faire plus apprendre finalement dans des équipes où il y a moins des gros noms, où tu te fais moins éclipser, quoi. Maintenant, ce serait mentir de dire que sur mes 3 ans et demi, 4 ans chez BMC en World Tour, j'ai eu 0 fois ma chance. Non, c'est ça. C'est mentir. Mais en fait, le problème, c'est que on avait souvent un grand leader. Moi, j'étais souvent avec soit Philippe ou Van Avermaet sur les courses, parce qu'on était un peu les mêmes caractéristiques. Enfin, je ne vais pas me comparer à eux, mais j'étais souvent sur le même programme. Et la mentalité qui
que les équipes avaient à cette époque-là, quand tu es jeune, tu arrives dans une équipe telle que BMC, où tu dois prendre la course en main parce que tu as un potentiel vainqueur au départ, on roulait. Donc voilà, l'échappée partait, on roulait derrière l'échappée. Et qui est-ce qu'on mettait à rouler? C'était à chaque fois les jeunes. Ouais. Et il n'y en avait pas 40. Tu vois, il y avait 2-3 jeunes chez BMC, 2, 3, 4 jeunes, et le reste, c'était quand même beaucoup plus des anciens, mais de renom. Et donc, à la fin, tu n'apprends pas grand-chose, et dehors, tu n'apprends pas grand-chose. Oui, j'ai appris à comment gérer une échappée, mais finalement, tu deviens diesel. Parce que qu'est-ce que tu fais? Pendant 150, 180 km, tu roules à 45 à l'heure. Et puis, à un moment, tu es vidé, et si peu que ça accélère, tu es dehors, quoi. Donc, finalement, qu'est-ce que tu apprends? Et on laissait ce rôle-là plutôt aux coureurs d'expérience. Maintenant, avec le recul, si j'avais pu... Mais pour moi, c'était ma destinée. J'ai été formé chez BMC Développement. Je n'ai pas hésité non plus. On me proposait un contrat et c'était parti, quoi. Oui, c'est clair. Et puis, c'est l'opportunité en or. Voilà, tu vois ça comme ça. Ouais, parce que tout est nickel, tout est organisé. Le service course magnifique. Tu as les bons vélos, tu as le bon matériel. Tu as tout, quoi. Tu ne manques de rien. Mais maintenant, sportivement parlant, je pense que c'était pas le choix de carrière idéal. Et que j'aurais certainement dû... je pense que je méritais une équipe du World Tour en sortant des espoirs, parce que j'avais quand même pas mal de très bons résultats. Mais je pense qu'on te donne plus l'opportunité, où tu as moins de grands leaders dans une équipe. Même que tu es jeune pro et que tu es néo-pro, tu as la capacité à... Je ne vais pas dire sur des grands monuments à directement performer, mais sur beaucoup de courses sur l'année, tu peux jouer le final et faire des petits résultats et pourquoi pas essayer de gagner ou être pas très loin. Mais quand tu es dans une grosse structure, on te bloque un petit peu. C'est clair. Maintenant, on va être très clair, tu as brillé à plusieurs reprises. Oui, mais... avec ce changement pour Wanty Gobert, là, tu t'es transformé en machine à gagner finalement avec ce Tour de Wallonie que tu décroches dès la première année. Ça, c'est quand même assez dingue de changer d'équipe et directement gagner le Tour de Wallonie, tu vois. Oui, et c'est surtout aussi, je pense que honnêtement, après, avec de si on refait le monde et on ne sait rien changer, c'est sûr. Mais avec les 4 ans que j'ai passés chez BMC, et c'est pas, comme je le répète, c'est pas un regret parce que j'ai appris plein d'autres choses, tu vois, que j'aurais pas appris dans des plus petites structures. Mais voilà, j'ai pris mon expérience de BMC chez Wanty, où là j'avais plus ma carte à jouer, et j'ai pu essayer de saisir les opportunités. Et puis par la suite, comme tu dis, j'ai pu remporter une course cette année-là, faire 2-3 beaux petits résultats. Et par la suite, est arrivé Binyam Girmay, et où là on était vraiment comme cul et chemise, quoi. On était vraiment... on est un peu meilleurs potes, quoi. Je pense, encore maintenant? Je suis sûr que tu demandes à Bini aujourd'hui qui est ton meilleur pote dans le vélo, je pense qu'il dira moi, tu vois. Parce qu'on a vraiment une bonne accroche. Maintenant, c'est plus compliqué de pouvoir avoir un contact facile avec Binyam parce que chez lui, quand il rentre chez lui, il n'a pas forcément le Wi-Fi, etc. Il pourrait très bien l'installer, mais dans leur culture, ils ne sont pas encore... Il n'en a pas envie. Non, il n'en a pas envie. Mais voilà, quand il est chez lui, il est pratiquement injoignable, quoi. Pour te donner une anecdote, il faut se rendre compte que là-bas, ils ont le Wi-Fi comme nous, il y a encore 20 ans, quoi. Dans les cafés du coin, dans les restos, dans les... Voilà. Mais dès que tu le revois, c'est comme si vous n'étiez pas quittés. C'est ça, et je pense à chaque fois qu'il revient en Europe... C'est les vraies amitiés, ça. Voilà, à chaque fois qu'il revient en Europe, on essaye de s'appeler. Se voir, c'est compliqué, parce que quand il est là, c'est pour être sur des courses. Et il est à gauche, à droite. Mais on a quand même toujours de très très bons contacts, quoi. En août 2020, plein Covid, tu fais une grosse échappée. Ça a été aussi un moment assez marquant dans ta carrière où tu t'es fait remarquer justement pour revenir dans cette sélection nationale. Ça a été un gros moment de ta carrière aussi. Tu le disais dans plusieurs interviews que j'ai pu voir avant de préparer cette émission, que ça a été un gros moment. Ouais, pour moi c'est une de mes plus belles saisons. Je peux appeler ça une saison parce que finalement il y a eu 3 mois de saison. Mais j'étais assez fier
d'avoir pu rester super concentré pendant le Covid. Bon, on a été un petit peu privilégié en Belgique, si tu te rappelles bien. On pouvait encore faire du sport en extérieur. C'est ça c'était pas mal pour les cyclistes en l'occurrence. Oui, que certains pays ne l'autorisaient pas du tout, quoi. T'as pu bien préparer ce San Remo alors. Voilà. Et tu pouvais donc parcourir nos magnifiques routes wallonnes. Ouais, mais non, c'était chouette parce que moi, franchement, de mon point de vue, avec tout voilà, c'est très désolant tout ce qui s'est passé à ce moment-là et les victimes qu'il y a eu à cause de ce virus-là. Mais de mon côté, je l'ai pas trop senti parce que je vais dire, j'ai pu continuer à exercer mon métier et continuer à garder un niveau de forme, quoi. Et je suis arrivé à la première course, je crois que c'était le 1er août à Strade Bianche, où là j'ai un beau souvenir aussi. Et j'ai directement senti que la forme était vraiment, vraiment bonne, quoi. Et d'ailleurs, le Strade Bianche, c'était certainement, je l'ai fait plusieurs fois, c'était vraiment mon meilleur résultat. Je pense il faisait très très chaud ce jour-là, il faisait, je pense, 42 degrés. Ah ouais? Ouais, c'était incroyable. Je pense que c'est la journée où j'ai eu le plus chaud sur un vélo, quoi. Parce que 42 degrés, les poussières, c'est que des chemins blancs, entre les vignes, etc. Les montées sèches, tu vois, où tu es à des fois 10-15 à l'heure dans le gravier en train de patiner. Et alors aussi, j'ai l'impression que la chaleur, elle faisait vraiment effet miroir sur le gravier blanc, quoi. Ouais. Donc du coup, je pense que c'est vraiment de loin la journée la plus chaude que j'ai eue sur le vélo. Ça doit être horrible. Ouais, tout le monde tombait comme des mouches. Ouais. Je pense que à 100 km de l'arrivée, tout était en 1000 morceaux. Et je me souviens très bien, ils sont partis à 7-8 devant. Et j'étais dans un groupe de 5 juste derrière, mais pendant presque les 100 derniers kilomètres de course, où on est restés, nous, 5-6. Et quand je te cite les noms, il y avait Pogacar avec moi, Ulissi, Izagirre, moi et Kwiatkowski. Je crois qu'on était nous 5 derrière, encore un très beau groupe à l'avant. Et on roulait pour un top 10, quoi. Et on avait nos directeurs sportifs derrière, et toute la course, non, derrière, c'est fini, il y en a partout, on ne sait même pas qui est où, tellement il y en a partout. Je dis, bon, ok, puis plus la fin de course approche, plus tu commences un petit peu à essayer de calculer tes efforts, etc. Donc la vitesse du groupe se réduit un peu. Et finalement, je pense à 5 km de l'arrivée, on voit un groupe mais de 15-20 coureurs revenir, mais comme des balles. Vraiment très bizarre. Je sais pas comment ça se fait qu'ils soient revenus comme ça. Et finalement, on se retrouve à 20 pour la 7-8e place, quoi. Ah oui, ok. Ça, un peu dommage, j'aurais pu faire un top 10, certainement un top 10 là-bas. Finalement, je pense que je fais 15e, un truc assis. Mais après tant d'efforts, 100 km à 5, c'est ralent. Voilà, peut-être 80, je ne sais plus très bien, mais vraiment une très longue période à nous 5. Et là, revenir, déjà, tu prends un coup au moral, quoi. Tu vois un groupe de 20 coureurs qui revient. Ouais, c'est clair. Voilà. Mais t'étais avec des beaux noms, etc. Tu vois, ça te donne une belle visibilité, ce genre de truc. J'avais une chouette photo d'ailleurs avec Poggi là-bas dans les chemins blancs. C'était vraiment un beau moment, quoi. Quand on sait l'ogre qu'il est devenu. C'est ça, à 5 avec Pogacar, c'est quand même complètement fou. C'était sympa, donc oui. 42 degrés, on vit jamais ça en Belgique. Ça arrive, hein. Ouais, c'est super rare. Ouais. Du coup, comment est-ce que tu te prépares à ça, tu vois? T'es pas vraiment préparé, mais si tu te rappelles bien, pendant le Covid, en 2020, il faisait fort chaud. Il faisait très chaud, Il faisait chaud, on avait des 30 bons degrés quand même à certains moments. Mais voilà, t'es pas vraiment préparé, mis à part essayer tout le temps de t'asperger d'eau, le maximum, le plus possible. T'as pas grand chose à faire. On a aussi, quand il fait extrêmement chaud comme ça, les soigneurs nous préparent des bacs collants aux femmes. Ils mettent des glaçons dedans, 10 glaçons. Et alors on le met comme ça ici derrière nous. Et alors l'eau fond et ça nous rafraîchit quand même pas mal, quoi. Ok, ouais, c'est pas mal. C'est un petit peu les seules astuces que tu as, essayer de boire des choses assez frais. Mais bon, tu prends un bidon frais de la voiture qui est resté dans les glacières. 5 minutes après, il a température ambiante. Ouais, c'est ça. À 42, c'est clair que c'est un peu compliqué. C'est beaucoup de mental aussi. On va en parler après de la préparation et de ce que c'est finalement de devenir cycliste pro.
On va parler de tout ça, mais d'abord on va continuer sur ta carrière pour bien figurer aux gens que cette carrière, elle est fructueuse, quoi. Rick Verbrugge, alors après ce Milan-San Remo, qui t'appelle en disant je te veux dans l'équipe nationale, ça a été aussi complètement dingue pour toi. Ouais. On est en 2020 alors, et il t'appelle. C'est quoi ta réaction? Oui, je pense que ça s'est fait un peu plus tard que San Remo, parce que San Remo, je me rappelle bien, c'était la deuxième course après la reprise Covid, où j'ai pu un peu me figurer sur cette course-là, avec mon attaque là dans la Cipressa. Mais avec le recul, j'ai un petit peu de regret aussi. En fait, il faut savoir qu'au pied de la Cipressa, il reste 20-25 km. Pour moi et pour, je pense, beaucoup de cyclistes, c'est l'endroit le plus stressant de l'année. Donc il faut savoir que c'est une course de plus de 300 km, mais qui est relativement facile. C'est pas la course où tu mets le plus de watts sur les 300 km. Mais ce qui veut dire qu'au bout de 280 km, tu arrives là-bas, tu es fatigué. Donc même si je vais dire t'as pas vraiment poussé très très fort sur les pédales, contrairement à d'autres courses, tu arrives là fatigué au bout de 6 heures de course. Et c'est vraiment l'endroit où tout le monde veut être en position. Donc je vais dire les 20-30 km avant ça, on est sur les capis, comme on appelle ça, toutes les montées bord de mer. Et en fait, on traverse tout le temps des villages de bord de mer. Donc avec toutes des infrastructures routières, des ronds-points assez étroits, vraiment avec le bord de côte, ça serpente comme ça à chaque fois. Donc c'est vraiment un moment très stressant pour être arrivé, et c'est certainement un des endroits les plus difficiles pour être bien mis au pied de la Cipressa. Et c'est un endroit très stratégique, parce qu'une fois que tu arrives au-dessus, tu prends la descente très rapide, qui est très, très étroite et très sinueuse, et il y a toujours des cassures qui se font en bas de la descente, et puis tu es très vite au pied du Poggio, et là le Poggio, tu es pratiquement à l'arrivée, quoi. Et si tu te prends une cassure dans la descente, tu seras pratiquement sûr de ne pas être bien mis au pied du Poggio, parce que ça va très vite. Donc la position en bas de la Cipressa est hyper importante et hyper cruciale, et il s'avère que je me place très bien et je suis 5-6e au pied. Et je vois que le premier du peloton temporise un peu. Et alors je viens avec l'élan et je n'ai pas trop réfléchi, je me sentais bien et j'ai contré, je suis allé. Mais au final, je me suis bien rendu compte sur le moment même, c'était un petit peu une attaque suicide qui ne sert à rien, mis à part de faire voir. Et finalement, c'est ce qui compte aussi. Oui, c'est ce qui compte aussi, mais je me suis vraiment dit qu'après l'arrivée, je dis, j'ai fait, pour le dire platement, le con, quoi. Parce que je me dis, si j'avais attendu le Poggio, avec des si, je redis, on refait le monde, mais je pense que j'aurais pu vraiment accompagner, je dis pas les tout premiers, mais je pense que, on sait très bien sur Remo comment ça se déroule, c'est souvent 20-30 coureurs qui arrivent pour la victoire, et je dis pas qu'au-dessus, j'allais être avec les tout premiers de la course, mais dans la descente, tu peux revenir, il reste un petit bout de plat, et c'est souvent 20 coureurs qui arrivent au sprint. C'est ça, donc tu aurais été dans le top 20. Voilà, top 20, top 15, top 10, c'est toujours un super résultat. Malgré tout, on a cette image de toi qui t'échappe comme ça. Est-ce qu'il vaut pas mieux, dans ces cas-là où tu te sens bien, briller un bon coup comme ça, oui et non, plutôt que de dire ok, je vais viser le top 20, tu vois. Oui et non, oui, c'est vrai. Ça doit être réfléchi, évidemment. Et dans ces moments-là, c'est pas super simple de réfléchir. C'est pas super simple d'être sûr de toi. Ouais, tu vois, c'est pas sûr à 100% qu'au-dessus du Poggio, tu seras avec les 20 premiers. Ouais. Maintenant, l'année d'après, pour parler de l'année d'après, on reviendra sur 2020, mais l'année d'après, j'ai voulu faire cette tactique-là à San Remo. Et effectivement, au sommet du Poggio, je suis dans les 20 premiers, quoi. Ouais. Et j'aborde la descente et une petite faute, comme je reviens encore là-dessus, t'es vite fatigué en fait sur San Remo. Et ce qu'il y a, c'est qu'au bout de 300 km, t'as qu'une cartouche. T'as droit qu'à une cartouche. Si tu fais 2 attaques, c'est mort, quoi. Parce que t'as vraiment de la fatigue. Et arriver dans la descente, c'est pas une descente que je l'ai faite seulement 2 ou 3 fois dans ma vie, mais à chaque fois en course. Et il y a quelques virages assez piégeux. Et il s'avère que je rate mes virages. Et heureusement qu'il y avait un gros coussin, d'ailleurs c'était passé à la télé, un gros coussin en mousse là, de bien 1,50 m de haut sur 2 mètres de large. Et je vais vraiment me mettre là-dedans, quoi. Et ça m'arrête, mais heureusement, il n'y a pas ce coussin-là, tu passes au-dessus, quoi. Ah oui, c'était foutu. Et je vois, j'étais là, comme ça, sur le coussin, tu vois, il y a bien 5-6 mètres
Donc heureusement, mais voilà, résultat fini, quoi. Ouais, c'est ça. Histoire de remettre sa chaîne, le bazar, ben c'est fini, il reste 3-4 km. Mais pas de grosses blessures. Et non, rien du tout. Heureusement ouais. T'as hanti, je suppose, les grosses blessures. Ouais, j'en ai jamais eu. Ouais, j'ai jamais eu de choses graves. T'as eu des trucs un peu plus légers, mais t'as jamais eu des trucs. Mais c'est un sport très dangereux, franchement. C'est vrai, ouais. Ouais. On le remarque hein, quand même. Je suivis un peu le Tour de France hein, cette année. Il y avait quand même beaucoup de chutes, énormément de gens qui tombaient comme des mouches aussi, parce qu'il faisait très chaud. Ouais. Tu l'as remarqué aussi, c'est de plus en plus compliqué, le cyclisme. Ouais. Il y a de moins en moins de respect dans le peloton, malheureusement. Moi, si je reprends mon cas, ou même quand les générations avancent, je pense encore pire, mais tu faisais une faute, en fait, avant, tu avais quoi? Un ou deux néo-pros par équipe qui passaient pro chaque année. Maintenant, regarde un petit peu, prends la liste. Je suis sûr qu'ils font passer des pros, 3-4 néo-pros par année. Ouais. Et aussi, il y a le nouveau système qui, quand tu as une équipe de développement, tu peux aller chercher sur les épreuves non World Tour, tu peux aller chercher 2 coureurs de l'équipe d'Evo, donc qui ne sont pas du tout encore pro, pour les faire courir avec ton équipe pro. Donc, ce qui fait que des fois, tu peux te retrouver avec une équipe de World Tour qui veut aligner ces 3 néo-pros qui ont signé un contrat pro, mais ils sont néo-pros, donc ils n'ont pas énormément d'expérience, plus 2 coureurs de la Devo. Donc ça fait déjà 5 coureurs sur 7 qui sont totalement novices dans un peloton pro et qui n'ont pas réellement les notions. Et si tu prends cet exemple-là, tu es vite à la moitié du peloton, ou même plus, avec des coureurs très jeunes sans expérience. Mm-hmm. Je ne parle pas de leur capacité physique, c'est certainement des très bons coureurs, mais qui ne se rendent pas toujours compte du danger, qui sont hyper motivés, qui veulent se montrer, et qui n'ont pas le respect qu'il faut avoir, parce qu'au final, que tu tombes, c'est une chose, mais quand tu tombes, bien souvent, t'en fais tomber avec toi, qui n'ont rien demandé, par ta stupidité, et finalement, toi, t'es out 3 mois, et t'es fait de contrat, et t'as plus de contrat, quoi. C'est horrible. Tu vois ? Ouais, ça peut vraiment bousiller ta carrière. Voilà, ça peut bousiller ta carrière. Et moi, si je reprends l'exemple, quand j'étais jeune pro, j'ai déjà fait des erreurs, ce qui est tout à fait normal. C'est humain, mais t'apprends tes erreurs. Mais tu faisais une erreur, on venait t'attraper comme ça, et tu le fais ça, tu le fais une fois, tu le fais pas 2. Ça se passe plus. Et il y en avait 6 autour de toi qui te gueulaient et qui te le disaient. Ah ouais. Voilà, tu vois. Et c'est normal. C'est un petit peu, entre guillemets, de l'éducation à avoir. Parce qu'au final, c'est ton métier, c'est ton gagne-pain, et une laide chute, et ça peut... C'est de l'esprit sportif. Voilà, c'est ça finalement. Aussi. Ouais. Mais si tu leur apprends pas, ils sont pas censés le savoir, quoi. Et ça s'apprend plus trop, ça s'apprend plus trop, parce qu'il y a beaucoup trop de jeunes dans le peloton. Et c'est pas pour citer le nom, mais j'ai un bon ami qui me disait ça, et il a tout à fait raison. Il me disait, normalement, c'est à lui, avec son statut... coureur liégeois, petit clin d'œil, avec son statut qui devait dire ça, tu le fais une fois, pas 2, mais maintenant, il dit, je passe ma journée à faire ça, quoi. C'est pas possible, non. Alors, tu vois, donc il laisse tomber. Ouais, ça va pas. Donc ça, l'éducation dans le peloton se perd, quoi. C'est dommage. C'est un peu dommage que ça tourne comme ça, en effet. Il y a d'autres choses que tu trouves dommages dans le cyclisme actuellement? Ouais, je pense que c'est un petit peu la société actuelle. Je pense qu'il n'y a pas... Enfin, je pense pas, j'en suis sûr, c'est comme ça un peu partout, c'est la pression. Il y a de l'argent en jeu, il y a des... Maintenant, avec le système de points, déjà depuis 3-4 ans, c'est-à-dire que sur les 3 années de compétition, donc si on prend 2025, 2024 et 2023, au bout de ces 3 années-là, il y a des points qui sont calculés. Et alors, les 18 premières équipes sont sûres d'être en World Tour, en Division 1. La 19e et la 20e ne sont pas World Tour, mais ils ont un petit peu ce statut-là parce qu'ils sont invités sur toutes les épreuves du World Tour, mais ils acceptent ou non d'y participer. Donc ça, c'est un peu un luxe. Quand tu as des plus petits budgets et que tu n'as pas envie de te rendre partout dans le monde pour faire certaines courses où tu sais très bien que tu ne vas pas savoir performer, comme par exemple le Grand Tour, tu peux avoir le choix de ne pas y aller. Mais après ça, si tu es au-delà de la 20e place, tu tombes en Division 2. Et des fois, une équipe de Division 1 peut retomber en Division 2 et ça n'arrange pas du tout les sponsors. Donc, ce qui veut dire que chaque course, de la première à la toute dernière, c'est de la pression pour les points. Ouais. Peut-être pas pour les toutes premières, les 10 premières qui sont assurées de rester en Division 1, mais pour de la 13e à la 23, 24e place, ça se joue à peu de choses, quoi. Ouais. Et ce qui veut dire que maintenant, chaque point compte, quoi.
Et maintenant, il n'y a plus de course de début de saison où tu te dis, où les équipes te permettent de te dire tranquille, tu vas progresser, tu fais cette course-là pour progresser. Non, il n'y a plus. Donc c'est la bataille au poids, comme on dit, et chaque poids compte, et ça met une pression supplémentaire. Ça met une pression supplémentaire. Il y a évidemment une baisse d'esprit sportif, du coup, voilà et aussi, d'autres choses que ça engendre. Ouais. Ça, c'est un peu dommage. C'est un engrenage, oui. Et Ouais. maintenant, je peux comprendre ce système-là, parce qu'au final, c'est logique que les 18 premières équipes, au bout de 3 années, méritent leur place en Division 1. C'est un peu comme au foot, au final. Hein. Mm-hmm. Finalement, c'est un peu le même système que le foot, sauf qu'ici, c'est pris sur 3 saisons. Donc, tu as ta licence World Tour ou Division 2 pour 3 saisons. Mais ça engrange aussi de plus en plus de nervosité dans le peloton, indirectement. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Les managers d'équipe, c'est important pour eux de rester en Division 1. Par exemple, ils mettent la pression au directeur sportif. Les directeurs sportifs, dans la radio, allez, il faut faire ceci, cela. Et il y a les mêmes informations dans les 25 équipes au départ. Mm-hmm. Donc c'est ça aussi qui peut amener de plus en plus de pression, de nervosité et causer aussi des chutes. Ouais, c'est ça. Même si le coureur est lui-même responsable de ce qu'il fait. Aussi, c'est une responsabilité par rapport à toi, mais si tu as une pression au-dessus... Il y a les au-dessus... spectateurs, les infrastructures routières, il y a beaucoup d'éléments en fait qui mettent ça. Et il y a ça à chaque fois, surtout pendant le Tour de France, comment est-ce qu'on pourrait faire pour limiter les chutes, peut-être limiter la vitesse, limiter certains matériaux utilisés, comme des pneus plus rapides ou quoi ou qu'est-ce, mais avant tout, je pense que la première dépression, c'est celle-là. Ouais, exact. Ce système de points. Première nervosité. Ouais, tout à fait. Quand je regardais le Tour de France cet été, je me disais, on voit les courses, mais on voit pas les coulisses, tu vois. Ouais. Et vous enchaînez quand même pas mal. Comment est-ce que ça se passe dans les coulisses? Au Grand Tour, c'est franchement très dur au niveau physique et mental, parce qu'il faut savoir qu'on est... En fait, comme je dis toujours, avant la course, c'est déjà la course, et après la course, c'est encore la course, quoi. Tu vois, c'est... Pour schématiser un peu, qu'est-ce qu'on fait pendant un mois? Vraiment, chaque fois la même chose. Au-delà de rien que l'aspect physique de la course en elle-même et mental, il y a encore une charge supplémentaire, c'est que le matin de l'étape, il faut savoir qu'on est très rarement à moins d'1 heure de route pour arriver au départ. On doit toujours manger plus ou moins 3 heures avant le départ de la course. On change pratiquement toujours, tous les jours d'hôtel. Donc tous les matins, tu dois refermer tes valises. Donc tu refermes tes valises, tu déjeunes, tu pars sur la course. Tu as plus ou moins 1 heure, et des fois ça peut être beaucoup plus de trajet jusqu'au départ. Tu dois arriver au départ 1h30, 2 heures avant le départ sur place. Donc au final, on déjeune assez tôt. Et on est levé déjà assez tôt, donc les heures de sommeil sont déjà plus réduites. Maintenant, si tu as de la chance de pouvoir t'endormir, claque comme ça, très tôt dans ton lit le soir, mais bon, il faut savoir qu'il y a aussi une adrénaline qui se passe pendant la course. Ton corps est en full adrénaline. Après la course, t'es aussi de nouveau dans les transferts, comme on appelle ça, donc les voyages de l'arrivée jusqu'à l'hôtel. Donc de nouveau, tu rechanges d'hôtel, tu réouvres tes valises, tu vas directement au massage. Et bien souvent, on attend que tout le monde soit massé pour aller manger, tous ensemble. Et c'est assez rare d'aller manger avant 20h30, 21h, ou même des fois plus tard, quoi. Tout dépend un petit peu du nombre d'heures qu'on a après l'arrivée. Et puis tu dois te lever à 7-8 heures. Tout dépend, 7-8 heures, des fois plus tôt. Manger 3 heures avant la course, voilà. Comme tu le disais, c'est incroyable quand même. Comme et des fois, on doit même manger dans le bus, quoi. Ah ouais, ok. Ouais. Ah ouais. Donc on nous prépare quelque chose parce que, on doit partir. Quand t'as 2 heures de route et que tu dois arriver presque 2 heures avant le départ sur place, tu dois partir 4 heures avant le départ. C'est quand même complètement fou aussi de voir le nombre de kilomètres que vous faites pendant un tour. Donc si le départ est à midi, tu pars à 8 heures du matin. Ouais, et normalement, tu dois manger à 9 heures. Ça doit être très très prenant mentalement et aussi physiquement. Ouais. Avec le nombre de kilomètres que vous faites pendant ces Tours de France, au total, il y en a combien? Plus ou moins 3500 par grand tour. 3500 en plus ou moins un mois. Plus ou moins, ouais. C'est quand même complètement fou. Ton corps, il te dit quoi à la fin, tu vois? En fait, moi, souvent, je ressentais la fatigue au bout de 10 jours déjà, vraiment une belle fatigue, où t'as hâte que le 2e jour de repos arrive, et en fait,
une fois que tu arrives au 2e jour de repos, ben là, tu mords sur ta chic pour arriver jusque le dernier jour où il reste plus que 5 étapes. Mais ça peut être aussi 5 étapes très difficiles, dont souvent 2, 3, où ils gardent bien les très très dures étapes pour la fin. Et c'est compliqué, franchement. Tu peux vivre vraiment des journées très difficiles. Dans le cyclisme, tu as les conditions météo qui interviennent aussi beaucoup. Parcours, la difficulté, parce que tu es sur le tour où tu as vraiment tous les meilleures équipes du monde au départ. Donc oui, des fois, ça peut... Voilà, après 20 km de course, tu es un peu dans un mauvais jour et ça roule vraiment fort. Tu peux te retrouver tout seul. Et là, tu te dis, si jamais devant, le peloton ne ralentit pas dans pas trop longtemps, je vais me retrouver tout seul et tu risques d'être hors délai, quoi. Et là, c'est fini. Ouais, donc ça peut se jouer vraiment à... Ça, c'est la pire hantise, évidemment. Je pense, pour tout coureur, ouais, c'est la pire hantise. Ouais. Ouais. Tu disais dans un reportage avec mon excellente confrère Audrey Degrange, je suis loin d'être un champion, mais il y a beaucoup de coureurs pros qui font une carrière sans jamais pouvoir lever les bras. Je trouve cette phrase super belle parce que déjà elle est remplie d'humilité, alors que finalement t'as performé, quoi, tu vois. Comment est-ce que tu gardes cette humilité alors que, eh bien, on a vu des super belles performances de ta part, on a vibré avec toi sur plusieurs courses, etc. Pourquoi tu gardes cette humilité-là ? Pour moi, c'est tout à fait normal. Je pense que ça fait partie de mon éducation depuis le plus jeune âge, de rester humble. Je trouve que c'est normal. Et je trouve ça un peu dommage chez les jeunes. Il y en a beaucoup qui oublient de le rester et de rester les pieds sur terre. Mais c'est un petit peu la génération qu'on connaît actuellement. Même j'ai déjà entendu des choses totalement absurdes, des interviews ou même quelqu'un qui annonce ça comme ça. Le mec sort à peine de junior, ok, il a bien brillé, tu vois, pas de souci. Mais des Remco, il y en a pas 50 non plus, quoi. Ouais. Tu vois. Il y en a très peu qui peuvent se dire, moi je sors de junior et une de mes premières courses la gagne, quoi, chez les pros. Et il y a beaucoup de coureurs, de jeunes pros qui finalement ne se font pas des cadeaux en se disant ça, en voulant être arrogants et en pensant qu'ils vont arriver et boum, 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 c'est fiesta, quoi. Alors que devenir cycliste pro, c'est déjà une toute petite frange de la population. Si tu y es arrivé, c'est déjà incroyable, tu vois. Oui. C'est sûr que les places sont chères et que je pense qu'il y a combien de coureurs professionnels sur la Terre, je sais pas, peut-être 300 coureurs maximum. Non, plus quand même. Il y en a très peu, oui, en tout cas, plus. Par rapport au nombre de personnes qui souhaiteraient le devenir. C'est ça, oui, c'est ça. Il y a moins d'opportunités aussi, à savoir qu'il y a quoi, à mon avis, 30 équipes professionnelles, donc 18 World Tour et peut-être 12 pro-continentales. Donc pour le monde entier, c'est sûr. C'est un sport qui est assez restreint et qui est franchement très exigeant, quoi, pour l'avoir vécu. Et je regrette en rien d'avoir vécu la vie que j'ai eue et certains moments que j'ai pas su passer, que ça soit avec des amis, combien de mariages, combien d'anniversaires, et même que j'étais à la maison mais que je me refusais d'aller. C'est ça, parce que entraînement demain. Oui, non, entraînement demain, donc je ne sortais pas, quoi. C'était quoi ta vie, justement ? Pendant ces entraînements-là, cette phase où tu voulais devenir le meilleur d'entre tous, tu vois, tu avais cette niaque. C'était quoi ta vie ? Tu dis, tu sors pas, mais c'était aussi l'alimentation, dormir tôt, c'était t'entraîner combien d'heures par jour ? C'est quoi être cycliste professionnel et en vouloir, tu vois ? Ouais. Je dirais pas que j'ai voulu être le meilleur, tu vois. J'ai jamais pensé à me dire, j'ai envie d'écraser tout le monde, d'être le meilleur, parce que je sais très bien que le cyclisme, c'est un sport vraiment difficile, quoi. Et être le meilleur, on peut pas s'imaginer ce qu'est d'être un top 10 coureur mondial. Physiquement, c'est un truc de fou, quoi. Ouais. Donc ça n'a jamais été mon but ultime, mais d'être bon coureur pro, sûr, et si je pouvais faire mieux, tant mieux. Mais une journée type, ouais, c'est se lever, déjà, ne pas aller au lit trop tard, mais en fait, maintenant, je remarque aussi que les entraînements fatiguent beaucoup et que t'es très vite à 10h du soir, KO dans ton lit, 10h30. Moi, à 10h, 10h30, je dormais, quoi. C'était d'office. Avec la charge d'entraînement et de course, c'était recta à 10h30 dormir. Donc forcément, je me réveillais assez tôt.
vers 7h30, 8h. Même des fois, quand je me sentais un peu plus fatigué, je me permettais de me lever plus tard parce que, au final, ça fait partie de ton métier d'avoir bien récupéré. Si t'as pas bien récupéré, c'est très difficile d'aller demander à ton corps des charges de travail et des intensités assez difficiles et de faire 4-5 heures de vélo, quoi. Pas de réveil, alors? Si je devais en mettre un, j'en mettais un, mais sinon, j'en mettais pas. Ok. Non. Parce Maintenant, que dormir, c'est fondamental. C'est fondamental. Faire une sieste après l'entraînement aussi. Moi, je disais toujours, mon entraînement se termine seulement après une sieste. Maintenant, je dormais pas forcément systématiquement, mais rien que le fait de me poser. Maintenant, il faut savoir que je suis quelqu'un assez hyperactif. Donc, pour moi, ça a été un petit peu mon côté négatif mon défaut dans ma carrière sportive. C'était ma récupération. Donc, je le faisais. J'allais me poser 2 heures même, devant un film, sur mon lit, bien souvent, c'est là que j'étais le mieux. Et puis après, je faisais les activités ou un rendez-vous que j'avais à faire ou quoi ou qu'est-ce. Mais voilà, je pense que sur moi, mes 2 heures de récup, je suis pratiquement sûr que 8 coureurs sur 10, en 30 minutes, faisaient la même sieste que moi, quoi. Ah oui, ok, ouais. Parce que moi, j'ai pas cette capacité à déconnecter. En fait, je me couche 2 heures, mais pendant 2 heures, je vais me lever 10 fois pour des conneries, quoi. D'accord. Parce que je suis tout le temps en train de penser. Et voilà, ça, c'est un petit peu... Et c'est très difficile Je pense que entraîner quelqu'un différemment, physiquement, c'est assez facile de lui changer sa façon de s'entraîner. Mais changer son caractère, c'est compliqué, quoi. Ouais. C'est très compliqué. Et ça, je pense que c'était un de mes défauts, c'était la récupération. Et je l'ai remarqué que bien souvent, j'atteignais un très bon niveau de forme qui est dur à aller chercher et je n'arrivais pas à le maintenir longtemps. Ok. Tu vois? Combien d'heures sur ton vélo en moyenne par jour? C'est souvent, allez, on va dire, ça tourne entre minimum 20 heures semaine et 30 heures. 30-32 heures, c'est vraiment des très grosses semaines. Donc ça, c'est une moyenne, on va dire 25, c'est la moyenne, quoi. C'est gigantesque. C'est déjà pas mal. Hein. Ouais. Sur rouleau, alors, où tu es tout le temps à l'extérieur? Moi, le rouleau, c'est vraiment pas mon truc. Okay. J'essayais vraiment d'aller un maximum dehors, quoi. Maintenant, en Belgique, il pleut, c'est très rare, enfin, ça arrive, hein, mais qu'il pleuve du matin au soir extrêmement fort. Donc, des fois, tu regardes ta météo, ah oui, ils annoncent beaucoup de pluie le matin. Voilà, si je sais ça et que je préfère un peu attendre le coup de 11h midi avant de partir et ramasser moins de pluie qu'à la matinée, quoi. C'était quoi tes spots d'entraînement? Oui. Je viens du pays de Herve, donc j'ai habité une grande partie de ma carrière là-bas. Franchement, je pense qu'en Belgique, c'est une des régions le mieux pour un coureur. Il y a de quoi faire. Un coureur pro. Parce qu'en fait, tu es très vite en Ardennes, tu es très vite sur le pays de Herve, où c'est directement vallonné. Tu as la vallée de la Vesdre, les Ardennes, donc les côtes de 10-15 minutes sont quand même à portée de main. Tu as le Rosier à 45 minutes de vélo, Trasanster à 20 minutes de vélo, où là c'est 10 minutes de montée. Donc en 10 minutes de montée, tu sais déjà faire des beaux exercices. Tu sais faire plein d'exercices différents. Et alors aussi, tu as la région, le Labour hollandais, qui est très sympa, avec beaucoup de belles infrastructures. Lommel. Ouais. T'as de très belles infrastructures et voilà, c'est toutes les côtes que tu peux retrouver sur l'Amstel-Gaudrez. Donc c'était vraiment un petit peu cette région-là où je m'entraînais toujours, quoi. Que t'as vu et revu. Ouais. Une des meilleures régions, parce qu'il y en a beaucoup qui partent à Monaco aussi, pour d'autres raisons aussi. Oui, mais une des meilleures régions, Monaco, j'ai apprécié. L'arrière-pays est franchement pas mal. Il faut un peu sortir de la ville, etc. Mais c'est très joli et t'as vite fait ta journée, en fait. Tu fais 3 cols et t'as 4-5 heures, quoi. Tu fais 3 cols, 3 descentes, un peu de plat et t'es rentré et ça passe très très vite. Maintenant, une région que j'adore aussi, c'est chaque année, j'allais à Livigno. En stage d'altitude, alors là. Ok, ouais. Mais voilà, Livigno, faut pas aller avant juin, quoi. Je suis déjà allé au mois de mai, là, c'est pas agréable parce que il neige tous les jours, les routes sont pas toutes ouvertes, donc tu fais beaucoup des allers-retours. Maintenant, tu profites de l'altitude, mais aller à Livigno, juillet, août, c'est le top, quoi. Okay. De un, tu fais des globules, et de deux, tu montes des cols. Les deux, la combinaison des deux, à chaque fois, m'a très bien réussi. Les globules, alors, pour les non-connaisseurs, tu te fais des globules rouges pour amener plus d'oxygène. Parce que tu vis en altitude pratiquement 20 heures sur 24, un peu de choses près.
et tu produis des globules parce que tu respires l'air raréfié, quoi. C'est quand même complètement fou, hein, de mettre à l'épreuve ton corps pour essayer d'avoir plus, de compenser ce que tu vas perdre ensuite. Enfin, il y a plein de petites stratégies comme ça. Aller en altitude, c'est une première stratégie. Il y en a d'autres, comme ça, en entraînement, où on te dit ouais, il faut plus que tu travailles comme ça, il faut peut-être que tu respires pas de trop pour essayer d'être à bout de souffle pendant tes entraînements, etc. Ouais. Ça, il y a déjà des entraîneurs qui m'ont un peu donné ce type d'exercice-là. Donc, par exemple, faire un exercice en PMA. Donc, la PMA, c'est une zone quand même assez intensive que tu peux aller 5 minutes, voilà, plus ou moins 5 grosses minutes. Et il me préconisait de vraiment, juste avant de commencer cette zone d'entraînement-là, donc pour moi c'était 450 watts, de ne pas respirer pendant le plus longtemps possible, quoi. C'est jamais très long, hein. Donc parce que tu pédales déjà tu ne pédales pas fort, hein, on est bien d'accord, mais faites le test. Pédaler et ne pas respirer, je pense que tu tiens 15 secondes, quoi. Ouais, moins, tu dois. Mais alors, tu commences ton exercice déjà en étant à bout de souffle, quoi. Et c'est des petites choses comme ça. Maintenant, c'est sûr que le cyclisme, ce n'est pas professionnel, ce n'est pas simplement rouler en vélo. Donc, t'as des tests physiques qui sont réalisés, ou t'as des zones d'entraînement, on parle maintenant en watts. Et alors, en fonction de ça, t'as des exercices à faire sur ta journée, ou alors des fois, tu peux très bien rouler que faire une sortie d'endurance pure, quoi. Les entraînements que tu préférais, c'était de l'endurance ou bien c'était d'autres, c'était plus explosif, toi, hein? Comme je te dis, je suis plus, j'ai le tempérament assez gauche-droite, donc rouler comme ça en endurance, bien tranquille, c'est pas ce que je préférais. Donc je le faisais, il fallait le faire, mais j'adorais vraiment faire justement des exercices. Est-ce que tu t'es réellement senti diminué avec ce Covid long? Ouais. Au niveau du souffle, tu le sentais totalement, très fort. Je l'ai fait plusieurs fois, hein, le Covid, je pense comme beaucoup de personnes. Et je pense que dans la vie de tous les jours, j'aurais pas été impacté. Mais quand tu mets déjà ton corps à rude épreuve, et à un moment, j'en ai fait l'année passée, une infection pulmonaire. Mais il a fallu déjà un bon bout de temps pour déterminer la cause, parce que j'avais pas vraiment de symptômes, je ne toussais pas ni rien, mais j'étais tout le temps hyper fatigué. Je sentais que j'avais quand même du mal à respirer. Mais il a vraiment fallu une IRM pour savoir le déterminer. À la base, on pensait que c'était un problème cardiaque, mais cette infection pulmonaire empêchait mon cœur de bien fonctionner, en fait. Ah ouais, ok. Ouais. Donc, ce qu'il y a, c'est que il y avait de l'infection, maintenant je ne sais plus de quel côté du cœur, mais à l'évacuation du cœur propre, du sang propre, il avait du mal à s'évacuer à cause de l'infection. Et du coup, pendant 1 mois et demi, 2 mois, j'ai roulé là-dessus, quoi. Ok. Et qu'à la fin, je crois que je faisais 15 km en course et j'ai été au bout de ma vie. Ah oui. Mais c'est difficile d'essayer de trouver la cause et ça prend du temps. Tu sais, des rendez-vous médicaux, tu les as pas dans les 2 jours non plus. Médicaux, pardon. Même en tant que grand sportif, t'as pas des rendez-vous directs. Voilà, t'es des fois un petit peu avantagé, mais ce n'est pas non plus que tu peux. C'est d'ailleurs dommage. Je suis sûr que certains pays, niveau fédération olympique, etc., ils doivent avoir des médecins attitrés, attitrés avec des examens plus poussés assez rapidement, quoi. En Belgique, on mise pas fort sur ce genre de fédération. On n'a pas, et au final, après c'est un petit peu un sujet délicat parce que pourquoi toi, tu devrais passer à avoir des personnes malades aussi, tu vois? Ça, je comprends tout à fait. Et ces gens-là sont peut-être encore beaucoup moins bien que toi, mais toi, tu veux essayer d'aller plus vite pour mettre la main là-dessus sur le problème, pour que tu sois soigné le plus rapidement possible, pour pas que ça impacte ta saison et ta carrière. Quand ta santé, c'est ton gagne-pain aussi. Enfin, tu vois, mais c'est un sujet un peu délicat. C'est super délicat, ouais, c'est vrai. Mais si t'as dans une fédération un médecin, voilà, ce médecin-là, il est attitré à ce genre de cause-là, donc. Maintenant, c'est très bien qu'une IRM, c'est très compliqué pour tout le monde. Oui, pour tout le monde. En avoir une, et t'as des gens qui sont très malades, qui ont besoin d'une IRM et qui doivent parfois attendre 1 mois ou 2, quoi. C'est intéressant, ça, de parler de ça, parce que ta santé, c'est ton gagne-pain.
Vraiment. Tout à fait. Et sur un claquement de doigts, ça peut vraiment chavirer. Passe de là à là, quoi. C'est injuste, ça. C'est fou. C'est vraiment, tu ressens un peu d'injustice. C'est pour ça que je suis content aussi de ne plus avoir cette pression-là. Ah ouais. Tu vois, parce que bêtement, je crois que une personne de ma famille l'avait un peu mal pris ici dernièrement. Ben, c'est l'an passé, quand j'ai eu beaucoup de stress avec ça, ne pas savoir ce que j'avais avec l'infection pulmonaire, etc. Et ça me trottait et j'essayais de trouver des rendez-vous, je savais pas ce que j'avais. Finalement, je sais ce que j'ai des antibiotiques bien spécifiques pour le soigner, etc. Je suis un peu soigné, ça va mieux. Et puis, on m'invite à aller manger un barbecue quelque part. Et je sais qu'une des personnes est malade, quoi. Mais voilà, rien de grave. Mais c'est de là à se dire, alors que je suis pas du tout hypocondriaque, tu vois, pas du tout, mais je me dis, écoute, je viendrai pas parce que j'ai peur de retomber malade. Toi, c'est un peu égoïste, ouais. Mais d'un autre côté, tu viens de traverser 2-3 mois où tu galères, ton métier, ben, comme tu dis, ta santé, c'est ton métier, et un grain de sable peut faire tout basculer. Là, tu essayes de revenir en forme, et tu te dis, si je retombe malade, même un bête virus, pas mal de gorge, un peu de fièvre, pas rien à voir avec le Covid, mais tu te dis que tu perds encore 2 semaines, et tout ce que tu viens de faire depuis 3 semaines ou un mois, ben, si pendant 2 semaines, tu t'entraînes beaucoup moins, voire pas du tout, tu repères tout. Tu dois devenir, à la limite, un tout petit peu hypocondriaque. Ouais, malheureusement, tu vois. Les et je sais pas très pour bien, moi, il y a encore eu dernièrement Michael Woods, d'ailleurs, qui a annoncé ça, que il en avait marre aussi, il a 2 enfants, je pense, de devoir, chaque fois qu'ils sont malades, essayer de faire attention. C'est incroyable, passer ça, dans ouais. une autre chambre, dormir à l'écart quand ils sont nouveau-nés pour pas être trop réveillés, parce que si t'es réveillé toutes les nuits, en fait, si t'as un corps fatigué, tu peux me croire, tu seras vraiment pas performant. Non, c'est sûr. Ouais, vraiment pas. C'est un dans... sport trop physique, trop exigeant que pour se permettre d'être un peu fatigué. Il y a beaucoup de sportifs, pour le moment d'ailleurs, qui parlent de ce surmenage et des côtés très négatifs d'être sportif professionnel. Ouais. Parmi ces côtés négatifs, il y a en effet ces maladies que tu peux pas du tout choper, absolument pas, sinon tu seras pas performant, tu performeras pas et ça va pas. T'es jamais à l'abri, on est bien d'accord. Mais il y en a d'autres. Notamment être loin de sa famille, notamment ne pas... C'est pour ça que j'ai pas encore d'enfants à l'heure actuelle, parce que quand j'entends aussi parler certaines personnes, et je me dis, c'est quand même exagéré, j'ai pas envie de faire vivre ça à mon enfant, ça me ferait mal au cœur. Mais voilà, par exemple, il y en a beaucoup ils sont pas tous comme ça, mais il y en a beaucoup qui se disent... Ouais, moi j'ai un enfant, je laisse ma femme faire la nuit parce qu'il faut pas que je me réveille, je dors à une chambre à part. Je veux pas faire vivre ça à mon enfant ou à ma femme, tu vois. Tu comprends. Et maintenant, il faut être déjà un peu loin pour penser si loin, tu vois. Mais je suis d'accord avec eux que si tu as un enfant qui est quand même un peu difficile, etc., ça peut impacter ton niveau de forme, quoi, tu vois. Ouais, tout à fait. Et donc, je pense que c'est le bon choix. Alors du coup, tu te dis c'est pas le moment. C'est un choix personnel, tu vois. Voilà, c'est ça, c'est maintenant, très personnel. Si la femme... Mais c'est très mature aussi, tu vois, de se dire, ok, je vais pas laisser ma femme absolument tout faire. Ouais. Santé, famille, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est impactant dans ta vie de tous les jours? Tu t'éloignes de tes amis? Ouais, maintenant j'ai de la chance d'avoir quand même un bon groupe d'amis qui sont aussi du milieu, n'ont jamais été vraiment professionnels, mais qui savent ce que ça engendre une carrière pro. C'est pas pour autant que je les voyais pas. Maintenant, ces amis-là, combien de fois on fait des gadailles ensemble sans que je ne sois de la partie. Mais voilà, par contre, les mois hivernaux, je vais dire, la fin de saison, c'est mi-octobre. De mi-octobre à 1er décembre, même si je me réentraînais, je me permettais quelques sorties. Tu vois, il faut un peu vivre aussi, il faut savoir lâcher. Maintenant, à partir du 1er décembre jusqu'au 1er janvier, c'était déjà un peu moins. Et le 1er janvier, le réveillon, c'était vraiment ma dernière, quoi. Mais voilà, j'ai des très bons amis et j'ai toujours vu mes amis, mais en faisant d'autres choses, quoi. Resto, voilà, des choses. À 10h30, je suis rentré, quoi. Et au niveau de la nutrition, c'était très demandeur aussi? Maintenant, ça devient de plus en plus pointilleux depuis quelques années, où je pense que ça devient un peu trop parce qu'au final, tu es obligé de faire comme tout le monde si tu veux être performant. Et on sait très bien qu'avec la nutrition très pointilleuse, tu peux vachement t'améliorer. Et chaque petit pourcent font la différence. Mais moi, j'ai pas encore vraiment trop connu ça aussi pointilleux, quoi. Et entre guillemets, heureusement, parce que c'est encore une charge en plus.
Et c'est pour ça que j'ai un peu peur pour les jeunes actuellement, parce que tu es obligé de faire tout dans le détail maintenant. Et il y a tellement de techniques qui sont arrivées à l'heure actuelle que si tu ne fais pas tout, bah, tu es largué, quoi. Enfin, t'es pas largué, mais voilà, tu seras moins performant. C'est les 2 secondes qui vont te faire passer de 2e à 30e. Oui, et tout le monde se tient tellement dans un mouchoir de poche. Ok, t'as 2-3 coureurs hors normes, puis t'en as 10-15 un peu en dessous, puis t'en as alors 150 qui se tiennent, quoi. Tu vois? C'est ça, oui. Et si peu que tu fais un peu moins, bah, tu seras plus dans ces 150-là qui se tiennent, et espérer faire un top 10 alors du coup, tu vois, mais plutôt... Tu vois, je schématise un petit peu. Ouais, je vois bien. Mais c'est pas évident. C'est pas évident de faire tout maintenant comme ça à l'heure actuelle, comme c'est tout est dans le détail. Et moi, j'ai encore eu la chance j'ai toujours su les bases primaires de ce qu'un cycliste doit ou pas manger, ou boire ou quoi aux caisses. Mais maintenant, ça devient vraiment dans l'extrême, quoi. C'est jusqu'à calculer combien de grammes de sucre tu dois prendre par heure sur ton vélo en course et à l'entraînement. Certains entraînements, maintenant les entraîneurs disent, ben voilà, ils savent que cet entraînement-là va être aussi calorique, je vais dire, autant calorique, ben alors on te dit mange autant par heure, quoi. Je trouve que ça devient trop, c'est vraiment chaque minute c'est autant de watts, quoi. Pour un jeune qui découvre ça, il pense que c'est normal, mais en fait, je dis pas je prends un exemple, sur tes 3 heures, tu vas faire 3 fois 10 minutes d'exercice et encore 3 fois 5 minutes d'exercice. Mais dans les 10 minutes, c'est peut-être 2 minutes à autant, 2 minutes à autant, 3 minutes à autant, 2 minutes à autant, tu vois. Puis dans les 5 minutes, ça va être 1 minute autant, 20 secondes autant, enfin... Ouais, alors, ok, ça c'était déjà une chose, mais alors je vais dire dans la première heure d'entraînement, d'échauffement et la dernière heure d'endurance, pas besoin de dire, voilà, 10 minutes à autant de watts, maintenant 40 minutes à autant de watts, laisse un peu le coureur libre et rouler sur ses sensations aussi, quoi, tu vois. C'est ça. Sinon, t'es tout le temps, t'es en permanence sur ton compteur à train de regarder les watts que tu développes, quoi. Trop machine. Enfin, t'es fatigué, enfin, ça fatigue à la longue, tu vois. C'est ça. Et être sur son compteur alors qu'il y a plein d'autres choses qui impactent une course, pas forcément le watt. C'est ça. Et combien de fois dans le peloton, tu te fais par roue libre aussi. C'est ça. Ça arrive pas tout le temps, mais... Et l'environnement, par où tu passes, tes trages, etc. T'en viens limite à oublier ça. Il y en a, j'ai vu certains coureurs, dont je vais pas citer les noms, mais assez connus chez les jeunes, qui sont pros actuellement. Les mecs, ils ont peur. Donc, je vais dire, si tu veux, tu as la fonction pause automatique sur un compteur. C'est-à-dire, quand tu vas t'arrêter au feu rouge, ça va s'arrêter. Mais il prend... t'as 35 à l'heure, t'arrives au feu rouge. Pour te dire jusqu'où ils vont, hein. T'as 35 à l'heure, t'arrives au feu rouge. Le temps où tu es à ta vitesse de croisière et tes watts de croisière et arrêter au feu rouge et que ton compteur s'arrête automatiquement, il y a peut-être vite 15-20 secondes, le temps de freiner, bazar. Eux, ils voient le feu rouge arriver, ils poussent déjà sur stop. Ah oui, okay. Pourquoi? Parce que les 10 fois qu'ils vont faire une situation pareille, ils se disent, je vais perdre 10 watts de moyenne sur mon entraînement et je vais perdre 0,8 km/h de moyenne. Ça devient des calculs. Mais, tu vois, mais dans la pression... Est-ce qu'ils se font engueuler Non, je pense pas. C'est juste parce qu'ils ont envie de voir qu'ils ont fait les 10 watts en plus ou en moins, parce qu'ils ne veulent pas avoir ces 20 secondes-là à chaque fois où ils ne pédalent pas et où ils réduisent leur vitesse jusqu'à arriver au feu rouge. Est-ce que tu n'as pas l'impression que ça devient trop, les upgrades technologiques qui font que tout peut être calculé à la virgule près, ça modifie le sport, ouais. Ah oui, ça modifie complètement le sport. Toi, t'as vécu justement cette ascension-là, tu vois, où t'avais juste ton compteur de watts, et puis t'avais pas spécialement un compteur au niveau de tes BPM, etc. Tu les avais au début? On les avait, oui. Ça, on avait Moi, j'ai toujours connu les watts depuis que je suis même espoir. Ça, allez, vraiment vers mes 18 ans. À mes 18 ans, ça devenait accessible de s'acheter un capteur de puissance, mais c'était encore très très cher. Il y avait qu'une marque qui la faisait. Maintenant, t'as vraiment plein de sortes de différences et c'est plus abordable. Mais à l'époque, c'était vraiment réservé aux pros, quoi. Même quand moi, je suis passé pro, c'était pratiquement que des coureurs pros des équipes qui fournissaient des capteurs de puissance. Mais maintenant, c'est tout à fait normal d'avoir un capteur de puissance. Pratiquement tout le monde en a un. Allez, pour des gens qui sont un petit peu, qui roulent quand même assez régulièrement. Hein. Je veux pas dire quelqu'un qui roule une fois semaine n'a pas besoin d'un capteur de puissance.
Mais maintenant, tout se fait vraiment dans plein de paramètres différents, se fait vraiment toujours sans le vouloir, dans une charge mentale, quoi. Et c'est pour ça que moi, je crains vraiment que les jeunes qui passent très très jeunes pro, font déjà, depuis leurs 15-16 ans, mettent déjà un peu l'école de côté. Il y en a beaucoup que j'entends à gauche, à droite, qui font l'école à distance pour pouvoir s'entraîner la journée. Je ne sais pas si c'est une solution, quoi, parce que c'est encore une autre charge. Ouais. Parce que les parents permettent à l'enfant de suivre des cours à distance, et s'il ne réussit pas... Là, c'est les reproches qui viennent. Voilà, c'est ça. C'est le risque, ouais. Donc, je pense que c'est pas seulement dans le cyclisme, hein, c'est dans beaucoup d'autres sports et dans la vie que l'on mène actuellement, dans la société actuelle. Je pense que c'est comme ça et on ne saura rien changer. Mais... Beaucoup de pression, ouais. Ouais. On va changer un peu de sujet, Loïc, avec tes meilleurs souvenirs, finalement, parce que tu as fait quasi le tour du monde avec ça. Tu n'as pas été sur tous les continents, mais presque. Au Canada, notamment, hein, avec de très belles courses aussi au Canada, il faut le savoir. C'est quoi les plus beaux souvenirs que tu as au niveau des paysages, les plus belles routes que tu as parcourues en tant que cycliste, tu vois? Ouais. J'ai bien aimé le Japon, la culture aussi. Je pense que voilà, si j'avais pas fait le métier de cycliste pro, j'aurais peut-être jamais été au Japon. Je n'y suis allé qu'une fois. Mais c'est un beau souvenir. Voilà, un pays comme ça, un peu fort humide, des paysages un petit peu... avec des floraisons, etc., on n'a pas l'habitude de voir. Maintenant aussi, j'ai trouvé les États-Unis assez sympas. J'étais allé au Nouveau-Mexique, donc vraiment très désertique, etc. Ça, c'était un chouette souvenir aussi. Maintenant, question paysage, on a quand même beaucoup de beaux paysages ici en Europe aussi. Hein. Effectivement, déjà nos Ardennes, je pense qu'avec un beau soleil, c'est super beau. Le pays de Herve aussi. Puis forcément, quand tu vas dans les Alpes ou les Pyrénées... C'est vrai qu'on s'en rend pas trop compte parce qu'on habite ici, mais il y a beaucoup de coureurs internationaux qui nous disent vous avez une superbe région, très verdoyante, très naturelle, etc. Ils te le disent souvent, ça? Oui, on a très souvent que la région est très belle. Par contre, allez, je vais pas faire plaisir à la politique, mais que nos routes sont vraiment les pires, quoi. Dégueulasses. Ouais. C'est les pires à l'international. Même eux, ils le disent, quoi. Ouais. Et maintenant, je trouve qu'il y a quand même du progrès qui a été fait, même en Ardennes, sur des routes un peu moins fréquentées, etc. Dans le pays de Herve aussi, il y a pas mal de routes qui ont été refaites. Mais c'est sûr que, franchement, des fois, c'est à la limite du honteux, quoi. Ouais. Et tu sens aussi la différence entre Flandre et Wallonie? Oui, c'est un petit peu mieux, mais ça reste quand même des fois aussi, tout aussi mauvais, mais ça reste mieux. Maintenant, c'est sûr que en Flandre, c'est moins grand aussi que la Wallonie et qu'on a plus de territoire à couvrir et des routes beaucoup moins fréquentées aussi. Tout à fait. Ouais. Que tu vas plutôt chercher en vélo parce qu'elles sont moins fréquentées. Donc, ouais, ok. Ils y gagneraient à refaire ces routes pour le cyclotourisme, etc. Ouais. Parce que franchement, on a une région qui amène énormément de cyclotouristes. Ouais. Mais c'est ces routes vraiment qui les empêchent de je vraiment profiter, quoi. Certaines routes est bien connues avec des courses comme Liège-Bastogne-Liège, qui sont quand même des courses qui apportent et qui amènent énormément de personnes. Je vois certaines routes que même nous on emprunte qui sont quand même limite, quoi. Ton meilleur souvenir de course, ce serait quoi? Le meilleur souvenir, ce serait le championnat du monde à Imola. Parce que, comme on le sait, en Belgique, c'est quand même assez compliqué d'avoir sa sélection. Je pense que sur chaque championnat du monde, on peut à chaque fois aligner 3 équipes différentes, quoi. Donc c'est extrêmement dur d'avoir sa sélection. Pour moi, c'était vraiment une magnifique journée. J'avais pu déjà porter les couleurs de l'équipe nationale sur le championnat d'Europe Pro, sur notamment la course pré-olympique des JO au Japon, justement. Mais là, c'était vraiment pour moi la première fois au championnat du monde. Avec Wout, alors? Avec Wout, qui était grandissime favori avec Alaphilippe, et qui ressortait d'un super Tour de France, etc. Et on a vécu vraiment une super journée, quoi. On a contrôlé la course de bout en bout. C'était vraiment une belle journée sportive d'équipe, comme j'adore. Moi, j'adore le travail d'équipe. Moi, je supporte pas, en fait, un groupe qui travaille pas ensemble, quoi.
Je n'adhère pas. On peut dire que le cyclisme, c'est un sport individuel parce que, oui, certes, tu pédales tout seul sur ton vélo, mais tu as besoin d'une équipe. Et j'adore cet esprit, d'avoir un esprit d'équipe. Et je pense que ça me suivra aussi dans mes projets prochains, mes futurs emplois. Ouais, tout à fait. Mon futur emploi. Parce que, oui, pour moi, j'adore, être une équipe soudée et travailler ensemble. Ouais, je comprends. Il faut essayer de faire comprendre d'ailleurs ça à certaines personnes qui regardent le cyclisme sans trop comprendre pourquoi l'équipe est importante, pourquoi chaque équipe a ses dispositions, comment faire comprendre ça à des novices finalement. Ouais, c'est un petit peu assez long à expliquer, on va le faire assez brièvement. Il faut savoir que dans une équipe, bien souvent, il y a un leader qui doit ramener le résultat. On est 7 coureurs au départ, bien souvent. Et c'est la tactique d'équipe, bien souvent, c'est que faire pour aider cette personne-là à réaliser l'objectif d'équipe, de faire le meilleur résultat. On sait qu'on a la meilleure chance de résultat avec ce coureur-là. Donc, les 6 autres coureurs, on va établir une tactique pour l'aider à faire le meilleur résultat. Et finalement, en tant que coureur professionnel veut tout dire, c'est notre métier. Et notre métier, c'est de ramener le meilleur résultat pour ton employeur, pour ton équipe. Donc, on essaye d'instaurer une tactique. Bien souvent, c'est en collaboration avec les coureurs, le directeur sportif qui l'a créé. Et on en discute soit juste avant l'équipe dans les bus, où là, on a un briefing qui est diffusé sur un écran. Et chacun a un peu son rôle. Donc, il y a certains coureurs qui vont faire, par exemple, protéger ce leader-là du début de course jusqu'à un tel kilomètre, le mettre en bonne position, parce que la position, être bien positionné dans le vélo, c'est très important, parce que si tu es positionné dans les 10 premiers, à l'entrée d'un virage qui te mène dans une petite route, dans une côte où il n'y a que place pour 4 vélos un à côté de l'autre, si tu es 10e ou si tu es 150e, il faut pas espérer être avec le bon groupe qui va s'extirper du peloton si tu es 150e au pied de cette côte-là. Donc, le travail de l'équipier va être de l'amener. Donc, l'équipier va rouler, va prendre du vent, comme on dit. Et le leader va rester bien calé dans sa roue, derrière lui, en fonction d'où vient le vent. Si le vent vient d'un peu de côté, il devra un peu se mettre d'un certain côté de son équipier pour être protégé. Et le but, c'est que le leader, justement, qui doit ramener le résultat, fasse le moins d'efforts possible avant que lui-même n'attaque ou suive l'attaque d'autres leaders d'autres équipes. Donc, c'est tout un travail d'équipe. On n'imagine pas quand on voit ça. Et là, je la fais courte, mais... Ouais, c'est ça, parce que il y a aussi des techniques de peloton et autres. Ça, on va passer un peu. Mais on n'imagine pas quand on regarde le cyclisme pour la première fois qu'il y a tout ça derrière. Ouais. Ça t'a plu, ces tactiques-là? Ou bien toi, t'aimais bien juste, ok, on y va, j'explose, on fonce, etc. T'aimais bien la jouer tactique? Comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis quelqu'un de fort carré, structuré. Et peut-être des fois, ça l'est un peu trop vis-à-vis de personnes qui n'ont pas le même caractère que moi. Mais j'aime bien partir sur quelque chose quand on a un plan et quand chacun respecte son plan. Et il faut savoir être professionnel assez. Ok, c'est mon travail. Peut-être que le rôle qu'on me donne pour aujourd'hui, c'est pas le rôle que j'avais espéré et c'est pas le rôle qui est le plus sexy au monde. Parce que tu seras peut-être, du coup, tu auras travaillé début de la course et tu seras même peut-être pas amené à finir ta course. Parce que tu auras déjà utilisé toute ton énergie en début de course pour ton leader et tu ne sauras pas finir ta course. Donc des fois, c'est un peu frustrant qu'on te donne ce rôle-là, mais c'est tellement important pour pouvoir réaliser l'objectif pour la team, quoi. De l'équipe, ouais, c'est ça. Ouais. Mais il faut bien se rendre compte que c'est un métier et on ne fait pas toujours ce qu'on a envie. Et si tout le monde les 7 coureurs commencent à dire « Oh, moi, je ne fais pas ça, je vais faire ça parce que ça me plaît mieux », ça mène à rien. Ça peut pas fonctionner. Ça peut pas fonctionner et malheureusement, il y a beaucoup d'individualité aussi dans certaines équipes qui essayent d'un peu contourner le système et un peu essayer de dire oh, j'ai pas su faire le travail que je devais faire parce que j'étais mal positionné à ce moment-là et c'est pas de ma faute, m'a gêné et ça j'aime pas. Tu sens qu'ils ont couru pour eux et pas pour l'équipe, quoi. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer de rouler pour eux, ils vont faire 20e alors que s'il avait aidé le leader qui lui est capable de faire un réel résultat, peut-être que c'était 5e pour l'équipe ou la victoire, tu vois. Ouais, c'est ça. En parallèle, donc tu parlais de bons souvenirs, mais il y en a des mauvais, je suppose. C'était quoi ton pire? Mon pire, je pense que il y en a eu plusieurs.
Je pense dans une carrière, tu vis pratiquement plus de mauvais moments que de bons moments, parce que c'est tellement exigeant et ça se joue à peu de choses. Et tu souffres beaucoup plus et tu es vraiment dans le côté plutôt où tu te bats et un peu négatif que dans le positif. Maintenant, si je peux revenir sur un point négatif, ça a été certainement mon abandon sur le Tour de France où j'arrive hors délai. C'était en 2021, Tour de France, donc arrivé à Tignes. D'ailleurs, je ne suis plus jamais allé à Tignes depuis là. Du coup, il faisait extrêmement froid cette journée-là. Et c'était une étape de pure montagne. C'était la veille du jour de repos en plus. Où justement, tu dois essayer de vraiment donner tout pour arriver à la ligne d'arrivée. Et le lendemain, tu peux un petit peu souffler. Et c'est avéré qu'arrivé au sommet de l'avant-dernier col, il fait vraiment très mauvais. Donc on est à 2000 mètres, je pense. On est dans les Alpes. Et c'est, à mon avis, c'est à 6 degrés, quoi. Et t'es trempé déjà depuis 2 heures. On arrive là au-dessus. Et forcément, je suis dans les derniers de la course. C'était une journée très dure qui me convenait pas du tout. Et en plus, les conditions extrêmes, le froid. J'ai un peu du mal avec le froid. Étant donné que voilà, j'ai toujours été assez sec et je faisais 5% de masse graisseuse plus ou moins. Ouais. Donc forcément, t'as plus vite froid. Mais voilà, il y avait encore pas mal de coureurs derrière moi. Il faut savoir que sur une telle étape, t'as un peu des coureurs un peu partout et des petits groupes un peu partout. Mm-hmm. Et j'entame la descente avec un petit groupe et je commence, forcément, tu pédales pas trop parce que ça descend vite et pendant 20 minutes, tu pédales pas et il fait froid. Et j'avais pas de kawaii, donc j'ai commencé la descente. Je me rappelle plus trop bien, mais certainement avec un maillot et des petites manchettes, quoi, donc rien de fou. Le directeur de course était plus loin. Ouais, on a toujours 2 voitures, quoi. Donc il y en avait une voiture qui était avec des coureurs qui étaient devant moi et il y avait une voiture qui était avec des coureurs qui étaient encore plus derrière moi. Donc ils pouvaient pas te donner de kawaii. Donc tu sais pas trop où tes coureurs sont, tu vois. Et forcément dans les voitures, on a des vêtements pour la pluie. Mais là, c'est avéré que j'avais pas de vêtements. Et donc je commence la descente et plus la descente arrive et je prends vite froid, assez vite, mais froid, genre limite hypothermie, quoi, tu vois. Ah oui. Et à trembler, à plus savoir bouger. Et puis à un moment, les coureurs en question de mon équipe qui sont derrière moi me rattrapent, comme beaucoup d'autres coureurs m'ont dépassé dans la descente, parce que j'étais vraiment figé à tel point de presque plus savoir freiner, quoi. Et là, je peux vous dire que dans ces moments-là, t'es figé, tu sais plus rien faire, tu sais même plus pédaler, tu trempes de partout et c'est fini, quoi. Putain, c'est horrible. Et du coup, la voiture voit mon directeur sportif voit dans quel état je suis, donc il me dit viens, on s'arrête, tiens, kawaii, puis il aide à me le mettre parce que j'arrivais pas à le mettre moi-même. Il me met des gants aussi, mais forcément l'horloge tourne, quoi. Les délais étaient assez courts à ce moment-là. Comparé à cette année-ci, ils ont augmenté cette année-ci de 5% des délais. Donc, ce qui équivaut sur une telle étape à plus ou moins 10-15 minutes, c'est énorme. C'est gigantesque. Donc, moi, à l'époque, j'ai encore regardé dernièrement, on était à 35 minutes de délai, 37, et maintenant, tu serais plutôt presque à du 50. Ok, ouais. C'est une grosse différence, quoi. Tu l'aurais fini, quoi. Ah oui, j'arrive qu'à 2 minutes hors délai, ouais. Donc ça se joue à peu de choses. Et de là, il me met les kawaii, les gants, je repars, et ça va toujours pas, quoi. Ça va toujours pas. Il me dit, réarrête-toi. Je m'arrête, je sais plus trop ce qu'il me dit, tellement je suis dans le gaz. Et de là, je vois qu'il prend son anorak, quoi. Il me donne sa grosse veste. En plus, à l'époque, on avait un sponsor d'une marque bien connue de vêtements de chantier pour le staff, tu vois. Donc c'était une marque, vraiment une grosse veste de chantier. Donc il me met la grosse veste de chantier, rien à voir avec les couleurs de l'équipe, une veste noire, quoi. Et il me met en plus de ça la capuche sur mon casque. Pour que tu te réchauffes. Donc vraiment un bonhomme Michelin, quoi. Ouais, mais en fait, t'as beau avoir tous les vêtements que tu veux, tu te réchauffes plus. Une fois que t'as froid, comme ça, je suis sûr qu'il y en a plusieurs qui se reconnaîtront en voyant la vidéo, c'est fini, c'est figé. Et de là, j'ai continué, resté au bas de la descente, j'avais toujours extrêmement froid. Je me rappelle très bien Cavendish, le groupe de Cavendish qui avait le maillot vert, toute son équipe quasiment l'attend pour l'aider à arriver dans les délais. Donc, encore une fois, voilà à quoi servent des équipiers. Et il me dépasse à toute allure dans la descente. Moi, avec mon gros anorak, il se demandait ce que je faisais. Et de là, il me restait, je pense, 10 km de vallée à plat. Et puis, c'était 15 km de montée jusqu'à Tignes au sommet, quoi.
Et je me rappelle très bien que j'ai monté avec la veste, quoi. J'ai monté, je pense que plus j'avançais, moins j'avais froid. Ouais, ok. Mais c'était trop tard, parce qu'en fait, t'es figé de partout, t'as plus d'énergie. Enfin, tu sais même plus pédalier au wattage que tu pourrais développer. Mais c'est déjà génial de ta part d'avoir voulu finir. Ouais, c'est ça. T'étais plus capable, normalement. Ça a été, pour moi, franchement, dur à avaler, dur à encaisser. Et plus le temps passe, plus tu... En fait, c'est malheureux et c'est très bizarre à expliquer, mais en tant qu'athlète comme ça, t'es sur la plus grande course au monde, la plus dure course au monde. Et pour toi, il y a plein de choses qui se passent là sur les 30 dernières minutes de course où tu te bats pour essayer d'arriver dans les délais. Et en fait, plus le temps avançait, plus j'angoissais à l'idée d'arriver hors délai. Et plus l'émotion avec la fatigue, etc., commençait à me monter et les larmes me coulaient sur le vélo, quoi. Et en fait, plus je pleurais, moins j'arrivais à pédaler. Ouais, mais c'était un truc de fou. Et en montée, quoi. Donc, et plus j'angoissais parce que plus je me rendais compte que j'arrivais plus vraiment à développer la puissance que j'aurais pu faire. Et je passe la ligne et là, je m'écroule parce que j'entends au micro, malheureusement, Loïc est hors délai pour 2 minutes. Et là, tu t'écroules, quoi. Et t'es avec les soigneurs qui t'attendent là dans la pluie. Ça aussi, c'est un métier. Ils sont sous la pluie, ils t'attendent. Et de là, ils ont essayé de me réconforter, etc. Mais il y a beaucoup d'émotions qui se passent parce que tu te dis, le regard que tu as envers toi-même, tu te dis, je suis même pas capable d'arriver dans les délais. Mais voilà, il y avait des circonstances aussi un peu atténuantes ce jour-là. Mais de deux, tu te dis, quel regard va avoir ma propre équipe ou les autres équipes de moi qui suis arrivé hors délai. Et puis, tu dois prendre tes valises, dire au revoir à tout le monde, quitter le tour et puis regarder le tour à la télé, quoi. Ah oui. Donc, c'était pas... Ça a été pour moi le plus dur moment. Enfin, il y a eu des autres, je vais dire, plus dur moment sportivement encaissé. Maintenant, il y a eu d'autres avec les maladies, les chutes, etc. Et ça, c'est la baisse de régime, baisse de forme, où là, tu te prends aussi des claques. Mais là, c'était sportivement parlant quand même... c'est le plus dur. Ouais, où tu te dis, t'es un incapable, quoi, en fait. Tu l'as vécu comme ça? Ouais, je l'ai vécu comme ça. Après, ça passe, hein, mais sur le moment même et les jours d'après, c'est pas facile, quoi. Ouais, je comprends. Par contre, il y a des moments où tu te sens pousser des ailes, quoi. Ouais. Un des meilleurs moments, c'était peut-être durant ce San Remo. C'est difficile de trouver vraiment un moment bien précis, mais comme je l'ai dit, le championnat du monde, pour moi, ça a été encore une plus belle journée que mes victoires, etc. J'ai eu aussi des super moments avec Bignam, avec des belles victoires sur le Giro, etc. Des super moments aussi passés avec lui en chambre, des anecdotes et tout. Vraiment passer des bons moments extra-sportifs et c'était plus que une relation collègue parce qu'on a vraiment, il me faisait des blagues, je lui refaisais, c'était chouette. C'était pour devenir, je dormais toujours avec un masque comme ça. C'est pour dormir, parce que bien souvent, tu sais, on loge pas toujours dans des hôtels. Faut pas croire qu'on loge dans des hôtels. Non, ça arrive une fois au bout de 100 fois, quoi. Ouais. Et souvent, t'as beaucoup de luminosité tout dans la chambre. Et là, j'étais vraiment cramé un jour et je dormais. Et je pense que lui s'était réveillé plus tôt. Il était allé déjeuner, c'était pendant le Giro. Et puis il rentre dans la chambre et en fait, je dors. Et il me réveille, je sais plus, en me grattant les pieds ou en me secouant, je sais pas quoi. Et il me filme. Et en fait, à un moment, j'enlève mon cacheux comme ça. Et tu vois que je suis toujours bien dans mon sommeil avec les marques du cacheux un peu partout. Et que je suis fâché sur lui et puis je lui lance un truc. Et alors, en fait, après, c'était un peu le moment sur TikTok où il y avait une vidéo, un son comme ça qui disait Shakira. Ouais. Non, Nestou, je sais pas quoi, là. Et alors, il avait fait un montage avec ça, mais on a rigolé avec ça. Il y a des très bons moments en équipe, quoi. Ouais. C'était tes meilleurs moments avec lui? Ouais. Vraiment, les 3 années, les plus belles années. Chez Wanty, alors. Ouais, chez Wanty, ouais. Ça a été vraiment la meilleure équipe que tu as eue? Ouais, avec Bini, ouais. Ça c'est moins bien terminé avec eux, parce que j'avais un accord par email, une offre. Il m'avait fait une offre de contrat pour prolonger mon contrat de 2 années. Vraiment un mail bien complet auquel j'ai répondu, mon manager et moi, favorablement. Donc pour moi, il y avait contrat et juridiquement, il y a un contrat qui a été établi.
Et pour finir, voilà, c'était une offre qui était venue très tôt dans la saison. Et pour finir, m'envoyer mon C4 fin de l'année, et je me suis retrouvé sans rien, alors que toutes les équipes étaient complètes. Ça aussi, ça a été un moment vraiment dur dans ma carrière, quoi. Parce que tu te dis que des gens qui ne respectent pas leurs engagements peuvent vraiment aussi nuire ta carrière. Bien quoi. sûr, ouais. Et ça a été un peu le cas parce que voilà, j'ai dû re-signer dans une équipe continentale, tu vois, qui m'offrait pas le même programme, la même structure autour de moi. Et où ces 2 dernières années, j'ai eu difficile de performer, quoi. Ouais, bien sûr. Donc voilà, ça s'est vraiment mal terminé. Mais par contre, je garde un super souvenir avec Bini ces 3 années-là. Quoi. Ouais, avec les coureurs, évidemment. Ouais. Ils y peuvent rien. Voilà, ils en peuvent rien. C'est ça. Le plus dur, c'est plus pendant les entraînements et pendant ta carrière de cycliste pro, c'est plus la douleur, la solitude à certains moments ou bien la pression de résultat. La pression de résultat, c'est toujours une pression quand tu arrives à un contrat et que, voilà, encore l'exemple que je viens de donner, ouais. Et qu'en fait, même des fois, tu peux te dire, tu peux être certain d'avoir un contrat et en fait, tu l'as pas, quoi. Tu vois? Donc, t'es jamais certain. T'es jamais sûr, ouais. T'es jamais certain, quoi. Et ça, c'est compliqué. Pour moi, ça, les fins de contrat, je pense que chaque coureur peut le dire que c'est toujours une période assez stressante. La solitude aussi, surtout ici sur la fin de ma carrière, ça a été plus difficile pour moi en fait parce que je me rends compte qu'il y a de moins en moins de coureurs qui savent rouler le matin, qui habitent dans les alentours par chez moi, et du coup, j'étais fort livré à moi-même à l'entraînement. Donc, je partais pratiquement tous les jours rouler seul mes heures d'entraînement, tu vois. Et ça commençait aussi à me peser. C'est compliqué, quoi. Surtout quand il fait mauvais, etc. Et tu dois partir seul tous les jours. Pas avoir de compagnie, tu sais, t'as un peu que tes écouteurs. Tu vois personne et t'as le temps de réfléchir, quoi, tu vois. Ouais. Sur un vélo, t'as le temps de réfléchir. T'es seul, tu roules, c'est automatique et... Ouais. Ouais, je comprends. Et pourquoi il y avait de moins en moins de coureurs? Moins en moins de coureurs pro dans la région. Puis forcément, quand t'es pas pro, t'as d'autres occupations le matin. Moi, j'allais toujours rouler le matin. J'allais pas attendre de faire de journée pour aller rouler, tu vois. C'est ça, ouais. Et les gens travaillent et voilà. À ce moment-là. Et tes potes travaillent. Et... T'as pas forcément beaucoup de professionnels qui habitent la région. Et avant, il y en avait, et de moins en moins, quoi. Ouais. C'est dommage, ça. Ouais. Pourquoi est-ce qu'il y en a de moins en moins? Voilà, il y en a toujours, mais je veux dire, dans ma région proche, quoi, tu vois. Ouais. Il y en a, mais c'est vite trop loin, quoi. Si tu devais me donner une note de 0 à 10 sur le plaisir que tu as reçu durant ta carrière, ces 11 ans de professionnel, tu donnerais quelle note? Quand même, plaisir. Allez, je vais pas dire que c'est comme tout métier, tu vois. T'as des métiers, tu fais un métier, je suis sûr que toi, ou Pierre, ou Paul, ou Jacques, tu te lèves le matin, des fois, aujourd'hui, j'ai pas envie, mais t'y vas. Ouais, tu vois, c'est comme ça. Et ça arrive. Donc, je peux pas me mettre un 10 sur 10, tu vois. Mais je pense qu'un 8, si t'enlèves un peu les journées, les X journées sur l'année où t'y vas quand même et t'as pas envie, voilà. J'ai toujours fait ça avec beaucoup de plaisir. Oui, c'est génial. C'est maintenant, tu le fais quand même. Maintenant, je me suis rendu compte pour moi que je prenais beaucoup moins de plaisir qu'auparavant. C'est pour ça aussi que je prends la décision de mettre un terme à ma carrière et que je veux faire autre chose de ma vie, tu vois. Ouais, c'est ça. Que je veux plus vivre la vie d'un sportif professionnel. De 0 à 10 sur ta carrière, l'état de stress, le niveau de stress. Le niveau de stress sur 10 engendre le fait d'être cycliste pro. Pour moi, 9. Ah ouais. Ah ouais. Ok. Ah ouais. Après, j'ai du mal à dire ce qu'un autre métier pourrait m'apporter comme stress parce que j'ai jamais connu que ce métier-là, moi, jusqu'à présent, tu vois. Qu'est-ce que tu penses des grands noms, là, actuels du cyclisme? C'est extraterrestre quand même, hein. C'est quand même très, très extraterrestre ce qu'on est en train de vivre, ouais. En fait, tu sais rien faire contre eux, quoi. Mis à part 2-3 autres coureurs, mais... Mais qu'est-ce qui explique ça, tu vois? Est-ce qu'ils se donnent encore plus que ce que tu t'es donné? Est-ce que, comme tu dis, ils pèsent chaque noisette qu'ils sont en train de manger? Est-ce qu'ils sont à ce point-là? Je pense que dans certaines équipes, ils ont aussi, t'as quand même des fossés qui se forment entre certaines World Tour et les grandes World Tour, les 3-4 plus grandes World Tour. Où à l'époque, je pense qu'on parlait de 20-25 millions chez BMC, maintenant on parle de combien? 80 millions l'année, quoi.
Et BMC, à l'époque, c'était le plus gros budget. Donc maintenant, grâce à tous ces budgets astronomiques-là, je pense qu'ils savent vraiment investir dans tout, quoi. Et innover dans tout et innover des choses que ils n'ont pas forcément envie de dire non plus parce que c'est leur propre innovation. Et je parle pas de choses interdites, mais des trucs qu'ils n'ont peut-être pas envie de dévoiler et qui eux investissent pour essayer d'avoir pas d'avance sur les autres, quoi. Faut bien constater que chaque gramme, chaque microgramme gagné sur le vélo a une incidence. Ouais, maintenant aussi le matériel, c'est une folie. Le matériel, c'est complètement fou. Folie. Ton vélo, toi, c'était quoi? De Rosa. Et ça coûtait combien? Du mal à dire au magasin combien ça peut coûter un vélo, mais maintenant ça devient complètement fou. T'as des vélos haut de gamme, t'es jamais en dessous de 10 000 €, quoi. Ouais. Et maintenant, ça va jusqu'à des 17 18 000, t'imagines, le prix d'une voiture, une petite voiture. C'est incroyable. Maintenant, il y a une recherche tellement folle là-dedans, mais ça devient incroyable, quoi. Ouais, c'est l'aérodynamisme, tout est étudié pour que le vélo aille plus vite, quoi. Aille plus vite, soit plus léger, plus résistant, malgré tout, absorbe plus les chocs, et que chaque coup de pédale qui est mis, ça aille dans la roue et pas autre part, quoi. Voilà, c'est incroyable. C'est une innovation, une recherche qui coûte vraiment beaucoup d'argent, même sur les pneus, en différents pneus, tu peux gagner 15-20 watts sur 2 pneus. T'as hâte de retrouver les petits plaisirs de la vie, là? Ouais, parce que voilà, c'est tout bêtement pouvoir même faire un autre sport, tu sais. Je suis quelqu'un de sportif dans l'âme, mais ça me fait plaisir d'avoir la capacité de pouvoir faire un autre sport. Que ici, c'est pas que je ne peux pas formellement dans un contrat, c'est pas interdit, mais de toi-même, tu ne t'infliges pas d'aller faire de la course à pied ou du tennis ou du foot avec tes copains. Parce que moi, durant ma carrière ou un autre cycliste, tu vas shotter 1 heure dans un ballon de foot, le lendemain, pendant 3-4 jours, tu sens plus tes muscles. Oui, c'est ça, ouais. Donc pendant 3-4 jours, tu seras plus t'entraîner correctement. Ou même, ça, c'est encore à côté du poids, te blesser. Tu peux te blesser aussi. Donc c'est toutes des petites choses déjà rien que ça. Ou bien, comme je le répétais, à pouvoir avoir une hygiène de vie un peu différente, même si je ne vais pas changer mon hygiène de vie de A à Z, je resterai quand même toujours quelqu'un de correct, mais rien que pouvoir faire un peu les choses plus tranquillement et moins dans la résistance, quoi. Qu'est-ce que tu as hâte de retrouver le plus dans cette vie que tu as mis un peu de côté, au niveau de l'amusement, au niveau des potes, etc. Ouais, pouvoir un peu m'évader quand j'en ai envie. Si j'ai envie de partir en vacances l'été, j'ai jamais fait, quoi. Tu vois, chaque fois quand je pouvais partir en vacances, c'était en octobre et tu dois à chaque fois partir si tu veux un peu de soleil. Dans le sud. Ouais, dans le bien sud, quoi. Ouais. Hémisphère sud. Ici, tu as envie de partir un peu pas très loin au week-end, mais je me suis jamais permis un moment 3, 4, 5 jours sans vélo, sans une raison valable, pour partir en vacances ou pour faire quoi ou qu'est-ce, quoi. Loïc, qu'est-ce qu'on peut t'espérer? M'espérer, voilà, c'est toujours un changement de vie. Quel que soit le sportif professionnel qui a connu que ça dans sa vie jusqu'à présent, j'ai 32 ans, espérer que je puisse retrouver un horizon professionnel qui me plaît. Ça, je pense que c'est important. Maintenant, voilà, je suis pas pressé non plus à travailler dès le 1er janvier, mais c'est essayer de trouver une belle destinée. Maintenant, je pense qu'il faut être réaliste. Soit ça se fera du premier coup, soit il me faudra peut-être 2-3 opportunités professionnelles pour vraiment trouver l'horizon que j'ai envie de choisir. Donc ça, je pense que c'est un petit peu ce qu'on pourrait me souhaiter de mieux. Et c'est tout ce qu'on t'espère. Et j'espère que ça fonctionnera bien pour toi alors dans cette peut-être nouvelle carrière de directeur sportif. C'est ce que tu souhaiterais certainement le plus. C'est tout ce qu'on t'espère, Loïc, et on te suivra encore sur notre chaîne 4 Liège Média. Merci beaucoup, Loïc, d'avoir été avec nous. Merci à toi. Et merci à vous d'avoir suivi Snack encore un dimanche supplémentaire. On se retrouve dimanche prochain avec un nouvel invité. Ciao.